52 conseils pour gagner votre liberté en vous mettant à votre compte. Bonjour, je suis Sébastien Knight, fondateur du mouvement des entrepreneurs libres et dans cette vidéo, je vais me livrer au challenge de la pioche qui consiste en fait à tenter de créer 52 vidéos de contenu pour ma chaîne YouTube, c'est-à-dire 1 an de contenu en l'espace de 2 heures. Le contenu que je vais partager au cours de cette session sera inspiré de mon livre Profession entrepreneur libre, donc parution le 3 septembre aux éditions Le Duc Albin Michel. Et si vous souhaitez vous procurer mon livre et recevoir mes conseils, eh bien vous trouvez le lien dans la description de cette vidéo, professionentrepreneurlibre.com. Si vous souhaitez recevoir mes conseils gratuitement en audio tous les jours, eh bien vous trouvez aussi le lien dans la description de cette vidéo. Et enfin, si vous souhaitez participer à une de mes sessions de formation gratuites intitulée Comment générer 100 000 € net avec votre entreprise, eh bien, je vous mets aussi le lien dans la description de cette vidéo. Donc, c'est parti. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un petit jeu de cartes créé par un de mes clients, Fabrice Billard, qui est un expert en création de contenu gratuit sur Internet. J'ai dit à Fabrice que je voulais créer un maximum de vidéos autour du contenu de mon livre. Et en fait, il m'a parlé de ce petit jeu de cartes qu'il a créé qui s'appelle La Pioche. 1 an d'inspiration dans la paume de ma main, dit le sous-titre. Et donc, pour chaque carte, on va commencer par le 2 de pique, il y a en fait une recommandation de Fabrice d'une structure de vidéo. Et donc, je vais en fait m'inspirer de ces structures et les faire tout à la filée. On va voir combien j'arrive à en faire en 2 heures chrono. Donc, je vais parler à ma caméra principale. C'est normal si je ne vous parle pas directement à vous pendant la session, mais du coup, vous pourrez profiter des conseils en avant-première puisqu'ils vont être publiés au cours des prochaines semaines et des prochains mois sur ma chaîne. Donc, première carte, structure de contenu, le pouvoir de XYZ. Donc, je vais d'abord faire, selon la carte, une introduction qui me demande d'identifier une idée, un événement, un endroit qui a un fort pouvoir potentiel. Je vais lier les caractéristiques qui confèrent à cela son pouvoir et je vais lister les faiblesses et comment les éviter. Et je vais rappeler le pouvoir potentiel du sujet dont on parle. Une idée, un événement, un endroit qui a un fort pouvoir potentiel, les caractéristiques qui confèrent son pouvoir, lister les faiblesses et comment les éviter. Rappeler le pouvoir potentiel du sujet dont on parle. Le pouvoir de créer son entreprise en s'associant. Quand vous lancez une boîte, vous avez vos propres forces, mais aussi vos propres faiblesses. Et quand vous lancez la boîte, vous le faites en espérant que vos forces seront suffisantes pour vous permettre d'atteindre la liberté dont vous rêvez. Le problème, c'est que si vous avez des faiblesses sur le plan administratif, sur le plan technique, sur le plan marketing, si vous avez des faiblesses dans un des domaines qui sont cruciaux pour votre entreprise, vous pouvez être embêté. Et en fait, un des critères qui, quand on lance une entreprise, peut avoir un pouvoir immense, c'est celui de l'association. Pas l'association type 1901, mais l'association avec un ami ou quelqu'un qu'on connaît bien et qui va venir complémenter nos forces. Donc, qu'est-ce qui confère à ce genre d'association leur pouvoir? C'est le fait que vous choisissiez un ou des associés qui soient complémentaires à vous. Donc, il est très important dès le départ de définir noir sur blanc quels sont les rôles de chacun des associés, quelles sont les attentes que l'entreprise a envers chacun des associés. Et ça permet d'éviter les erreurs graves que commettent beaucoup d'entrepreneurs. Parce qu'il y a effectivement des faiblesses à s'associer et à ne pas démarrer tout seul. La faiblesse, c'est que vous êtes limité dans votre pouvoir de décision, ce qui est particulièrement grave quand l'entreprise doit prendre des décisions stratégiques. L'erreur la plus grave à commettre, ça serait de s'associer à 50% et du coup, d'être bloqué sur des décisions du quotidien parce que vous et votre associé n'avez pas la même vision. La meilleure façon donc d'éviter cette erreur et la meilleure façon de ne pas avoir cette faiblesse, c'est de s'assurer que chaque associé ait son domaine dans lequel il consulte les autres associés, mais où il va prendre la décision finale. À ce moment-là, vous donnez à celui qui est expert en technique le pouvoir de prendre les décisions techniques, à celui qui est expert en marketing, le pouvoir de prendre les décisions qui vont générer les ventes. Et c'est comme ça que vous capitalisez sur le pouvoir de l'association à plusieurs. Et voilà, première vidéo dans la boîte. Il s'agissait du 2 de pique, le pouvoir de XYZ. Et maintenant, on enchaîne. Le 2 de cœur. Contenu, faire des économies. Je vais identifier sur quoi on va économiser et pourquoi c'est important. Lister les étapes nécessaires pour faire ces économies. Expliquer les avantages et les recommandations pour éviter les pièges. Récapituler les étapes et rappeler pourquoi il faut toujours chercher à économiser.
Comment faire des économies sur la création de votre entreprise? Lorsqu'on lance une activité, une des premières choses qu'on a tendance à faire, c'est de se dire « Ok, il me faut des cartes de visite, un bon site web, il me faut aller déposer les statuts, il faut que je choisisse le bon statut administratif, donc je vais peut-être demander à un comptable ou à un conseiller juridique de m'aider. » Et en fait, très vite, on se retrouve à dépenser de l'argent alors qu'on lançait l'entreprise à la base pour gagner notre vie et donc gagner de l'argent. Comment est-ce qu'on fait pour économiser le maximum? En fait, au lancement de votre activité aujourd'hui, vous pouvez économiser sur presque tout. Et c'est très important parce que la ressource financière dans une activité, ce n'est pas une baguette magique, à moins que vous soyez l'héritier d'une famille milliardaire. Et donc, plus vous pouvez conserver cette ressource pour la dépenser uniquement sur des dépenses stratégiques comme se former pour apprendre à vendre, se former pour créer votre stratégie, comme créer des partenariats qui vont amener des nouveaux clients, eh bien, mieux vous vous portez. Donc, comment faire pour réaliser ces économies? La première règle à respecter quand on crée son entreprise, c'est ce que j'appelle la première des 4 lois de l'argent. Et cette première loi de l'argent, c'est tout simplement, vous devez gagner l'argent avant de le dépenser. Ça veut dire que toute dépense qui ne vous sert pas directement à amener le premier client qui va vous faire un chèque doit être éliminée. Ça veut dire on laisse tomber les cartes de visite, ça veut dire on laisse tomber le site web si on peut s'en passer, ça veut dire on laisse tomber la nouvelle déco du local si les clients ne viennent pas encore dans ce local. Donc le meilleur moyen de faire des économies, c'est de se dire ok, les seuls postes de dépenses que vous acceptez de faire sont ceux qui vont amener des nouveaux clients. C'est le déplacement pour aller dans un événement où se trouvent vos clients potentiels. C'est le fait d'investir quelques euros en publicité sur Internet pour pouvoir amener des prospects sur votre étude de marché. C'est prendre un forfait téléphonique qui vous permet d'appeler les prospects et de les démarcher pour pouvoir faire signer des contrats. Quand vous faites ça, non seulement vous faites des économies sur toutes les autres dépenses, y compris les dépenses administratives, mais en plus vous faites les activités qui font rentrer de l'argent. Donc, quelques semaines plus tard, vous avez davantage de ressources financières à investir dans votre entreprise. Donc, je récapitule. La première chose que vous devez faire pour créer votre entreprise, c'est aller chercher des clients et vous devez le faire de la façon qui vous économise le plus de votre ressource financière. Comme cela, cette ressource financière qui vous reste, vous pourrez l'investir pour aller chercher davantage de clients quand vous connaîtrez votre séquence de vente optimale. Et voilà, 2 de cœur. Alors, je commence à avoir sérieusement chaud. Il ne m'en reste plus que 50, mais il fait super chaud. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer sûrement de position pour pas trop être auréolé. 20 vidéos par chemise, ça serait bien, mais je ne vais pas changer de chemise sur mon live. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je suis avec David J en ce moment et c'est lui qui commente en voix off qu'on n'entend pas. Donc, j'ai Pat Le Guen au studio derrière. Si je me mets comme ça, j'ai moins chaud quand même. Et je pense que ça se verra moins si je commence à avoir ma chemise qui devient transparente. Est-ce qu'on peut refaire le point? Et pendant ce temps, je réfléchis aux 2 de trèfle, qui est la structure de contenu, mettre en place un système. Donc, pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, je suis Sébastien Naik, fondateur du mouvement des entrepreneurs libres et je suis en train de faire le challenge de réaliser 52 vidéos de contenu pour ma chaîne YouTube. Mon objectif, c'est donc d'utiliser un des outils créés par un de mes clients, Fabrice, qui a créé la pioche avec 52 structures de contenu. Et tous les contenus que je donne là sont issus de mon livre Profession entrepreneur libre qui paraît le 3 septembre aux éditions Le Duc Albin Michel. Alors, mise en place d'un système. Identifier un problème courant qui nécessite la mise en place d'un système. Détailler votre système perso ou pro qui permettent de simplifier le processus. Ajouter les complications. Et comment les surmonter. Ok, très bien. Alors, on fait le point ici aussi. Bonjour à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre. Donc, si vous voulez vous procurer mon livre, c'est sur professionentrepreneurlibre.com. Si vous voulez recevoir mes conseils gratuitement tous les jours, c'est par audio. Je vous envoie un message quotidien sur Facebook Messenger en audio. Un message court, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, maximum 5 minutes. Vous cliquez le lien qui est dans la description de cette vidéo. Et si vous voulez vous procurer la pioche, je vous mettrai le lien aussi. Je crois qu'il y a un lien pour pouvoir se procurer ce même outil. C'est bon? On est prêt? Ça tourne déjà? C'est quand je veux? Alors je veux.
Donc, je vais identifier un problème courant, détailler le système perso ou pro, ajouter les complications et comment les surmonter, résumer le système et le mettre en place correctement. Le système qui vous permet de faire des ventes tous les jours. Une fois que vous avez lancé une entreprise ou une activité indépendante, le problème numéro 1 des entrepreneurs, c'est se générer le cash flow initial, c'est-à-dire faire entrer des clients tout de suite. Le problème numéro 2, c'est une fois qu'on a fait entrer ce cash flow initial, comment est-ce qu'on continue de faire entrer ce cash flow toute l'année? Et là vient un système qui est tout simple, c'est de se dire en fait, mon entreprise doit posséder un système de vente automatisé. C'est ce que j'appelle une séquence toboggan. C'est comment est-ce que quand un nouveau prospect arrive, nous allons communiquer avec lui pour le convaincre d'acheter et pour qu'il prenne sa décision d'achat sans que moi, l'entrepreneur, je doive individuellement faire des rendez-vous présentiels ou téléphoniques avec chacun des clients pour leur dire tout le temps la même chose. Autrement dit, votre meilleur message de vente que vous avez fait jusqu'à maintenant, la meilleure conversation que vous avez eue avec un client qui a fait mouche, eh bien vous devez l'enregistrer sous forme d'audio ou de message écrit et l'affiner de façon à pouvoir l'envoyer automatiquement quand un prospect s'inscrit sur votre site. Vous allez proposer à ces personnes de s'inscrire sur votre liste Facebook Messenger, sur votre liste email ou de vous donner un numéro de téléphone pour les contacter par WhatsApp. Mais ce que vous allez leur envoyer, c'est toujours la même séquence, votre séquence optimale de vente pour les amener à se convaincre d'acheter votre produit ou service sans que vous ayez à les appeler individuellement. Donc, quel est l'inconvénient de procéder avec un tel système? Eh bien, c'est qu'en fait, une fois que vous avez mis ce système en place, vous allez probablement avoir trop de temps disponible. C'est ce qui m'est arrivé la première fois que je l'ai fait. Du coup, comme je travaillais un jour par semaine, j'ai fait le tour du monde. Ça, c'était le côté positif. Mais je parle sérieusement en vous disant qu'en tant qu'entrepreneur, quelquefois, on a ce problème de tiens, qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps libre si les gens achètent tout seuls? Et donc, on a toutes sortes d'auto-sabotages qui font qu'on préfère travailler juste pour justifier le fait qu'on ait le droit de gagner de l'argent. Et au final, on travaille trop et on est moins productif pendant ce temps de travail que si on s'était concentré sur quelle est la transformation que j'apporte à mes clients, comment est-ce que je peux améliorer mon produit ou service, comment je peux améliorer mon message de vente pour qu'ils vendent davantage et surtout, comment est-ce que je peux améliorer ma vie en dehors de mon travail pour ne pas travailler 80 heures par semaine. Voilà, donc si vous vous dites dès le départ, mon entreprise, dans la façon dont je la conçois, elle doit au final, quand elle est terminée, elle doit avoir une séquence de vente optimale et être automatisée. C'est comme ça que vous allez créer le genre d'entreprise qui vous rendra libre. D'accord? 2 de trèfle. Donc on a pique, cœur, trèfle, carreau normalement. 2 de carreau. Surtout de contenu métaphore et analogie. On a fait une ressemblance et analogie entre mon secteur et les situations de la vie courante. Première ressemblance, deuxième ressemblance, troisième ressemblance, c'est décrire la métaphore. Alors, qu'est-ce que j'ai comme métaphore sympa dans mon livre? Une métaphore sympa. Une métaphore sympa. Sous le pont d'Avignon, on y pend tous les patrons. C'est un des titres de chapitre, c'est peut-être pas une métaphore sympa. La valeur des années, 8 raisons folles pour se lancer, échapper au conformisme, la paperasse, gagner notre premier euro, aide-toi, le ciel t'aidera. Une métaphore sympa. Hein? Ouais, c'est ça. Alors, c'est pas dans ce livre-là, c'est dans mon précédent livre, mais on va faire une petite exception et on va parler de ça. Bien vu, merci David. Est-ce que votre entreprise souffre du syndrome du torrent? Autrement dit, quand vous travaillez dur pour faire une vente, signer un contrat, ou bien si vous n'avez pas une activité de service mais un magasin, quand vous faites une offre spéciale et que vous réussissez à décrocher un gros volume de vente, est-ce que vous avez ce problème où vous avez tendance à avoir un pic de vente comme on peut trouver un pic de débit dans un torrent de montagne après la fondue des neiges ou après des pluies torrentielles ici en Guadeloupe. Vous avez ce pic de vente et ensuite, du fait des ventes que vous avez faites, vous passez ensuite une semaine, un mois, voire un trimestre à livrer les produits et la prestation que vous avez vendus. Autrement dit, votre chiffre d'affaires et le revenu de votre entreprise a tendance à faire toujours ça. Vous êtes extrêmement saisonnier, vous faites
comme le débit d'un torrent de montagne, vous grimpez et ensuite, quand vous êtes en train de livrer le service, le chiffre d'affaires tombera à zéro jusqu'au moment où vous avez fini la prestation de service et vous êtes à nouveau en panique. Il faut absolument faire rentrer du chiffre, vous repartez sur une autre promo et ça remonte. Alors, il y a un petit problème à avoir un chiffre d'affaires en torrent de montagne. Le problème, c'est que c'est juste épuisant. Pendant la phase où vous faites la promotion, vous êtes crevé. Pendant la phase où vous livrez le produit ou le service au client, vous êtes crevé. Ce n'est pas le genre d'entreprise qui vous rendra libre. Alors, comment est-ce qu'on fait pour éviter ça? Premièrement, en choisissant de vendre des produits ou services dont la livraison ne va pas vous flinguer pendant un trimestre, un semestre ou un an. Deuxièmement, en choisissant un modèle d'affaires qui vous permette de faire cette vente sans être vous-même toujours en interaction individuelle avec chaque prospect potentiel tout au long du processus de vente. La solution donc, c'est d'avoir ce que j'appelle une séquence toboggan. C'est d'avoir une séquence de vente qui automatiquement, quand le prospect rentre au début, l'accompagne jusqu'à la fin du processus de vente et vous n'intervenez qu'au moment où le client signe le chèque ou encore vous n'intervenez pas du tout parce que le produit est acheté directement sur Internet. Quand vous mettez cela en place, au lieu d'avoir un chiffre d'affaires en dents de scie comme cela, vous avez un chiffre d'affaires en croissance constante et vous avez une vie bien plus sereine. Voilà la métaphore. Ok, on en a fait 4. Ça fait combien de temps là, à peu près? Je n'ai pas regardé le timer. 4-5 minutes de moyenne. Donc combien de temps qu'on a commencé? Je ne sais pas. D'accord. On n'a pas le timer. Si tu appuies sur l'écran. Toi, tu n'as pas à couper. Il reste 2,32. On a démarré à 2,50. Ça fait 18 minutes d'euros. Ok, très bien. 3 de pique, structure de contenu, les prédictions. Nanana. Merci. J'espère que ça ne s'entend pas au micro. Les bâillements du caméraman. Sympa, merci. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, bonjour, je suis Sébastien Knight, fondateur du mouvement des entrepreneurs libres et auteur du livre Profession entrepreneur libre qui donc parution le 3 septembre aux éditions Le Duc Albin Michel. Il est dans toutes les bonnes librairies et vous pouvez aller sur professionentrepreneurlibre.com pour vous le procurer. Si vous voulez avoir mes conseils gratuits en audio tous les jours, je vous envoie un petit message personnel sur Facebook Messenger. Vous allez simplement sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. C'est formez-vous au marketing.com/message. Et je vous envoie gratuitement un petit message tous les jours pour vous encourager et vous aider dans le chemin pour devenir entrepreneur libre. Et si vous voulez suivre gratuitement ma formation « Comment générer 100 000 € net avec votre entreprise », eh bien, je vous mets également le lien dans la description de cette même vidéo. Alors, c'est parti pour la section suivante sur les prédictions. Une prédiction qui va affecter tous les entrepreneurs sur Internet. On en fait. Une prédiction qui va affecter tous les entrepreneurs sur le net au cours des 2 prochaines années. Bonjour, je suis Sébastien Knight, fondateur du mouvement des entrepreneurs libres et après avoir accompagné plus de 15 000 clients dans 35 pays, je peux vous dire que le chef d'entreprise qui tente de vendre ses produits sur Internet ne se rend pas compte des dangers qu'il y a à se concentrer presque exclusivement sur une plateforme pour obtenir des résultats. Aujourd'hui, cette plateforme, c'est Facebook qui possède également Facebook Messenger, Instagram et WhatsApp. Tout ça, ça appartient à Facebook et donc les plateformes publicitaires pour faire ces publicités sur l'ensemble de ces réseaux, c'est Facebook Ads. Le problème qu'il y a, c'est que l'opportunité de Facebook Ads, où on pouvait acheter des clics publicitaires et des prospects pour des prix très réduits, ce qui m'a permis de passer de 20 000 abonnés à ma newsletter email à 105 000, ce qui m'a permis de passer de 400 fans sur ma page Facebook à 185 000, eh bien cette opportunité, elle est maintenant connue. C'est un secret de polichinelle. Tout le monde essaye d'être actif sur cette plateforme. Ce qui veut dire que comme le nombre d'emplacements sur lesquels Facebook peut diffuser vos publicités est limité, eh bien, le coût que Facebook est capable de vous facturer ne cesse d'augmenter puisqu'il s'agit d'un système d'enchères. Le problème donc qu'on rencontre, c'est qu'aujourd'hui, Facebook est petit à petit en train de nous allécher sur des nouveaux produits gratuits. À l'heure où je fais cette vidéo, il s'agit par exemple de Facebook Messenger. Bientôt, il y aura également WhatsApp Business. Et sur ces nouveaux produits, on va vous proposer de communiquer avec vos clients, de vous assurer que vos clients soient abonnés pour recevoir vos contenus sur ces produits. Et très vite, on va venir vous proposer de devoir payer si vous voulez que les personnes abonnées reçoivent vos contenus. Souvenez-vous, ça a déjà été le cas avec les pages Facebook. Autrefois, quand j'avais 20 000 personnes abonnées à ma page Facebook,
20 000 personnes regardaient et voyaient les contenus que je publiais sur cette page. Avec 185 000 personnes abonnées aujourd'hui à ma page Facebook, si je ne paye pas, seulement quelques centaines vont voir les contenus, à moins que je demande à Facebook, s'il vous plaît, veuillez booster ma publication. Eh bien, la même chose est en train de se produire avec les groupes Facebook, puisque Facebook est en train d'introduire les groupes professionnels. La même chose est en train de se produire avec Facebook Messenger, puisque Facebook introduit la notion de devoir payer pour afficher vos messages professionnels à vos abonnés sur votre bot. Et je vous avertis donc de cette prédiction que la même chose va se produire certainement avec WhatsApp Business, avec les outils d'Instagram et toutes les autres plateformes de réseaux sociaux. Donc la solution pour éviter de tomber dans ce piège, c'est de capturer les coordonnées de prospects que vous pourrez réutiliser même si les plateformes changent. L'adresse email, le numéro de téléphone et dans certains cas, l'adresse postale. En faisant ça, vous êtes immunisé par rapport aux changements que les plateformes peuvent décider de faire dans leurs règles et vous évitez de devoir payer le prix fort si la plateforme change les règles à un moment qui ne vous arrange pas. OK, voilà, 3 de pique. Il y a un petit truc qui a volé et qui est venu me percuter juste à la fin de la vidéo. Je ne sais plus où j'en suis. Alors, 3 de cœur. Les erreurs à éviter. Identifiez un domaine sur votre secteur où des erreurs sont souvent commises. Erreurs commises et comment les éviter. Présenter des options supplémentaires pour éviter de commettre des erreurs. Récapituler les erreurs et les pièges à éviter. On va piocher dans le livre. Et voilà, je suis à la page Avatar. C'est bien ça. OK. Étude de marché express. Nickel. Deux erreurs que commettent quasiment tous les entrepreneurs en herbe. Après avoir accompagné plus de 15 000 clients entrepreneurs dans 35 pays, j'ai constaté que l'entrepreneur en herbe, quand il n'est pas accompagné pour démarrer son marketing, a tendance à tomber dans deux extrêmes. Le premier extrême, c'est de créer une entreprise qui ne s'adresse à personne. C'est-à-dire plus spécifiquement que vous créez une entreprise dont le produit ou le service s'adresse juste à une personne qui est vous-même. Vous êtes passionné de ski et donc même si vous vous êtes installé à Marrakech, vous ouvrez une boutique qui vend des accessoires de ski. L'exemple peut paraître un petit peu extrême, mais je connais une certaine boutique de vente d'accessoires de pêche basée dans le 17e à Paris, dans un quartier qui n'a aucune chance de permettre à cette boutique de prospérer. Et cette boutique, ma prédiction, c'est qu'elle va avoir énormément de mal à continuer. Et cela arrive presque tous les jours de voir des entrepreneurs passionnés ou juste des personnes qui veulent quitter leur ancien emploi, se lancer dans un projet sans avoir réfléchi à qui ce produit s'adresse. Un autre exemple, c'est le bar dans lequel j'ai commencé à donner mes cours de salsa quand j'ai lancé ma première entreprise en 2006. Un bar qui choisissait, bizarrement, étant placé en centre-ville, d'être fermé le week-end. Pourquoi? Parce que le fondateur du bar, qui était un ancien fonctionnaire qui voulait juste devenir barman, il fermait son bar le week-end parce qu'il voulait le week-end aller boire un coup avec des amis. Et c'est un extrême. Si vous créez une entreprise juste pour vous et non pas en cherchant à avoir une clientèle, vous allez risquer de tomber dans ce piège d'avoir zéro clientèle. Le deuxième extrême dans lequel tombent beaucoup d'entrepreneurs, c'est de vouloir créer un produit ou service qui s'adresse à tout le monde. Si vous lancez votre activité et que vous vous dites « je suis coach sportif et tout le monde a besoin d'être en meilleure forme physique, donc tout le monde est mon client potentiel », eh bien j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La bonne nouvelle, c'est que vous avez raison, tout le monde aurait besoin d'être client d'un coach sportif. La mauvaise nouvelle, c'est que vous n'aurez aucun client. Pourquoi? Parce que ce qui vend, ce qui permet de se trouver une clientèle, c'est d'être spécifique. Si vous êtes un coach sportif spécialisé dans les femmes enceintes ou un coach sportif spécialisé pour aider à la remise en forme des jeunes mères 3 mois après leur accouchement, eh bien vous allez avoir beaucoup plus de facilité à trouver vos clientes. Premièrement parce que ça sera plus facile de communiquer avec elles et de leur exprimer que vous avez compris leurs besoins. Et deuxièmement parce que vous saurez précisément où aller chercher cette cliente. Donc, comment est-ce qu'on fait pour éviter ces deux extrêmes et ces deux erreurs? La solution, c'est de faire votre étude de marché express au démarrage de votre activité pour déterminer quel est le profil de client ou cliente idéal auquel vous voulez vous adresser et ensuite de personnaliser votre message pour ne parler qu'à ce client ou qu'à cette cliente. Voilà.
On a le 3 de cœur. Ouais, probablement. 3 de trèfle. Le remède parfait. Identifiez un problème associé à votre niche, santé ou non. Bah oui. Représentez le remède qui traitera ce problème, les étapes du remède et insister sur pourquoi l'audience devrait l'adopter. Le remède parfait. Alors, on va piocher au hasard dans le livre Profession entrepreneur libre. Et j'ai la procrastination productive. C'est pas mal ça. Le remède parfait contre la procrastination. Si vous avez l'envie de lancer une entreprise ou si vous avez déjà lancé une activité et que vous avez du mal à vous concentrer pour travailler à un instant T sur la tâche la plus importante, si vous avez l'habitude de travailler sur un peu tout et un peu n'importe quoi et que vous avez du mal à savoir à un moment donné qu'est-ce que vous devriez être en train de faire maintenant pour ramener des clients, eh bien, j'ai le remède pour vous. Le conseil premier que je donne à mes clients quand je veux qu'ils développent leur activité rapidement, c'est de connaître à tout instant leur one thing, c'est-à-dire connaître la priorité absolue sur laquelle on devrait travailler maintenant. Il peut s'agir d'organiser notre prochain séminaire, il peut s'agir de passer un coup de fil à 30 fournisseurs pour trouver le meilleur tarif, il peut s'agir d'obtenir un nouveau financement bancaire pour pouvoir étendre nos locaux. À tout instant, vous devez savoir quel est le projet le plus important qui fera avancer votre entreprise. Cependant, tout le monde ne peut pas fonctionner en n'ayant qu'une tâche sur leur liste, sur leur to-do list. En fait, en réalité, la majorité des gens ne sont pas des robots et donc vous allez, dès que vous savez quel est le point central sur lequel vous devriez vous concentrer, vous allez automatiquement vouloir faire autre chose. La tâche la plus importante du moment, c'est toujours celle qui nous séduit le moins. Quel est mon remède à ce problème? C'est tout simplement de lister toutes les tâches hyper importantes sur lesquelles je pourrais travailler maintenant. J'ai peut-être 12 grands projets. Peut-être que simultanément, en ce moment, on est en train de préparer un séminaire, j'écris mon livre Profession entrepreneur libre, on est sur le point de faire un partenariat avec la Banque Société Générale et plusieurs autres gros projets. Mais parmi tous ces projets, l'un d'entre eux est le plus important. C'est peut-être le lancement du livre. Eh bien, quand j'ai envie de faire tout sauf travailler sur le lancement du livre, au lieu de faire comme Monsieur Tout-le-Monde et de me connecter à Instagram et de regarder les photos des autres qui vivent la vie de leur rêve, eh bien, ce que je vais faire, c'est tout simplement prendre n'importe lequel des autres projets essentiels de ma liste, même si ce n'est pas le projet essentiel sur lequel je devrais travailler maintenant, et faire avancer ce projet secondaire qui, sur le moment, me semble beaucoup plus alléchant. C'est ce que j'appelle la procrastination productive. Quand vous faites ça, votre entreprise continue d'avancer et même si vous n'êtes pas à un instant T en train de travailler sur le projet le plus important, vous êtes toujours en train de travailler sur un projet important. L'essentiel, c'est donc d'avoir cette liste et de la limiter. Mon objectif, c'est que ma liste de projets importants soit limitée au maximum à 12 projets qui définissent les grandes directions dans lesquelles je veux que mon entreprise aille au cours des prochaines années. Et j'essaye quand même de consacrer la majorité de mon temps à mon one thing. Mais dès que je procrastine le one thing, je m'attaque aux autres projets de cette liste. OK, structure de contenu, le remède parfait. Hop, carte suivante, on a le 3 de carreau. Se fixer des objectifs. Quels sont les avantages de se fixer des objectifs? Liste des objectifs et comment y arriver. Comment mesurer l'atteinte des objectifs fixés? Récapituler les objectifs. Il fait chaud, il fait chaud. Si vous venez de me rejoindre, vous trouverez dans les liens de cette description le lien pour vous procurer mon livre Profession entrepreneur libre dont tous ces conseils sont extraits. Il s'agit d'un livre qui sort aux éditions Le Duc Albert Michel le 3 septembre. Et si vous souhaitez recevoir gratuitement mes conseils en audio via Messenger, je vous ai mis aussi le lien dans la description ainsi que celui de ma formation gratuite Comment générer 100 000 € net avec votre entreprise. Ok, se fixer les objectifs. Quels sont les objectifs, mesurer l'atteinte des objectifs fixés, récapituler les objectifs. Quel objectif financier fixer quand vous lancez une entreprise? Quand on devient entrepreneur, on acquiert un pouvoir magique
le pouvoir de décider combien on gagne. Malheureusement, la plupart des entrepreneurs en herbe ne savent pas qu'ils disposent de ce pouvoir et donc se contentent de gagner autant qu'ils peuvent. Si vous essayez de gagner autant que vous pouvez, eh bien tout ce que vous allez faire, c'est survivre et non pas vivre selon vos propres règles. En fait, une des choses les plus importantes que vous devez faire dès le début de votre activité, c'est un business plan, mais un business plan de genre un peu particulier que j'appelle le business plan express. Il comprend un tout petit nombre d'étapes et il définit les objectifs financiers que vous voulez atteindre avec l'activité. La première question à se poser, c'est combien est-ce que vous voulez gagner net sur votre compte bancaire tous les mois? C'est un chiffre qui dépend entièrement de vous. Peut-être que vous voulez juste remplacer l'équivalent du SMIC que vous gagnez dans un job précédent. Peut-être que vous avez des rêves de grandeur et que vous voulez vous offrir une immense villa et qu'il vous faut 15 000 € de revenus nets par mois. Peu importe le chiffre, mais il est essentiel de le connaître. Une fois que vous connaissez ce chiffre des revenus nets que vous voulez gagner, il faut calculer à partir de cela combien est-ce que ça représente de revenus bruts. Quand vous connaissez ce revenu brut, vous pouvez déterminer combien est-ce que l'entreprise doit générer de bénéfices pour vous payer ce revenu brut. Et c'est là qu'on rentre dans le cadre de ce business plan express. On a notre objectif de bénéfice pour l'entreprise et maintenant qu'on a cet objectif de bénéfice, si je sais quelle est la marge moyenne que je peux faire sur un produit ou service que je vends à mes clients, eh bien je vais pouvoir déterminer combien d'exemplaires de mon produit ou bien combien de clients pour mon service je dois réussir à trouver pour pouvoir atteindre mon objectif. C'est donc faire le calcul à l'envers. Et la plupart des entrepreneurs font le calcul dans l'autre sens en se disant « bon, je vais vendre un produit à 100 €, je pense que je peux en vendre 50, donc je vais faire 5 000 € de chiffre d'affaires. » Et ensuite, ils se payent un peu au hasard et ils se retrouvent dans des difficultés quand l'URSSAF ou la CIPAV viennent réclamer des charges sociales qu'ils n'avaient pas anticipées. Donc, ce que vous devez faire absolument, c'est partir dans l'autre sens. Vous partez de votre objectif de revenu et ça vous permettra, en partant dans ce sens-là, de déterminer combien est-ce que vous devez amener de nouveaux clients et à quel tarif. Cet objectif de clientèle, nombre de ventes, c'est ça qui va vous motiver au quotidien pour avancer, pour faire le marketing, pour faire la vente, pour développer l'entreprise et pour pouvoir financer la vie de vos rêves. Voilà, 3 de carreau. Maintenant, 3 pique, cœur, trèfle, carreau. J'ai le 4 de pique. Évaluation d'un produit. Je devais décrire un produit, comment le produit a marché pour moi, réviser mon évaluation et expliquer mon cheminement, résumer de manière positive et proposer d'autres options. L'outil magique qui m'a permis de réaliser 52 vidéos de contenu en un temps éclair. Bonjour, je suis Sébastien Knight, fondateur du mouvement des entrepreneurs libres et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un petit produit qui a beaucoup de succès en ce moment et qui est créé par un de mes clients et qui permet de créer du contenu gratuit que vous allez pouvoir diffuser sur Internet. Comme vous le savez sans doute, j'ai créé depuis l'année 2010 plusieurs milliers de vidéos de formation aussi bien gratuites sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et d'autres supports que les vidéos qui sont vendues dans mes formations. Et en fait, pour faire la promotion d'une activité sur Internet, une des meilleures façons, c'est de faire connaître notre expertise en communiquant du contenu gratuit sur Internet. Un des produits que je trouve intéressant sur cette thématique, si vous avez du mal à trouver des idées de contenu que vous pouvez diffuser en ligne, il s'agit de la pioche, un produit créé par un de mes clients, Fabrice Billard. Fabrice est expert de la création de contenu sur Internet. Il a automatisé la création de contenu pour l'activité qu'il a développée avec sa femme ainsi que pour plusieurs autres activités en ligne. Et ce que vous recevez avec la pioche, c'est tout simple, c'est un jeu de cartes. Ce jeu de cartes, en fait, pour chaque carte a une structure de contenu. En l'occurrence, là, je suis en train d'utiliser la structure de la carte 4 de pique qui est évaluation d'un contenu, où je vous fais la description rapide du produit. Donc, c'est en fait un tout petit jeu de cartes. Ensuite, comment est-ce que ça marche? Eh bien, ça vous permet de trouver rapidement une idée si vous voulez faire votre vidéo parce que ça vous dit, voilà, la structure, comment faire l'intro, comment faire le contenu, comment faire la conclusion de votre vidéo ou de votre article. Le petit inconvénient, je dirais, de la pioche, à mon sens, c'est que ça nécessite quand même de connaître son sujet. Si vous n'êtes pas expert dans le produit ou service que vous vendez, vous allez ramer un petit peu parce qu'il ne suffit pas de vous dire la structure si vous êtes un récipient vide. Donc, je dirais qu'avant d'avoir la pioche, il faut déjà
savoir de quoi vous parlez. Si vous êtes, j'en sais rien moi, si vous êtes naturopathe, il faut s'y connaître en naturopathie. Si vous êtes cryptozoologue, il faut connaître la vie de Bigfoot. Si vous êtes vendeur de machines de fitness, eh bien vous devez connaître les machines sur lesquelles vous vendez. Comme ça vous permet, par exemple, si vous êtes vendeur de machines de fitness, de faire la carte 4 de pique évaluation d'un produit, de suivre la trame pour faire la promotion d'une de vos machines de fitness et de publier en quelques minutes la vidéo en ligne. Donc, en résumé, comment est-ce que j'ai testé moi-même cette pioche? En faisant une série de vidéos pour la diffuser sur Internet, en mettant à l'épreuve la méthode de Fabrice. Je trouve que c'est un support très intéressant pour des personnes qui veulent justement être capables de générer plus de contenu plus rapidement. Et si vous cherchez un petit peu sur Internet, vous pourrez sans doute trouver ma vidéo dans les coulisses. Je tente de réaliser 52 vidéos en 2 heures. Où vous me voyez tester la pioche de A à Z. Voilà, 4 de pique. Parce que tant qu'à faire, tant qu'à parler d'un produit, on va être sympa et on va… Parce que j'aurais pu faire l'évaluation positive de ma propre formation. D'ailleurs, si vous souhaitez rejoindre ma formation gratuite à réaliser 100 000 € avec votre entreprise, allez simplement sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. J'ai pu faire l'évaluation de mon propre livre, mais bon… il y a une partie où on dit montrer les défauts et mon livre n'a pas de défauts, donc j'aurais été embêté. Alors, carte de cœur. La carte, c'est comment se motiver à X, Y, Z. On va identifier une situation difficile où il est nécessaire d'être motivé pour s'en sortir, lister les différentes manières de se motiver, garder la motivation, résumer pourquoi c'est important de rester motivé. Donc, situation, les différentes manières de se motiver, résumer pourquoi. Donc, on va piocher dans le livre et j'ai Bill O'Hanlon, son histoire et d'accord, un objectif sans date limite, c'est juste un rêve. Ok, donc c'est bien ça. C'est le chapitre 44, un objectif sans date limite, c'est juste un rêve, ça colle bien. En fait, mon livre, c'est comme la Bible, tu peux prendre n'importe quelle page, il y a une leçon de vie qui s'applique à ta situation. Mais voilà. Non, mais je ne peux pas marcher sur l'eau, elle n'est pas propre. Il y a des bateaux qui passent dedans. Identifier une situation difficile où il est nécessaire d'être motivé pour réussir. Ouais, voilà. 1295, il en avait du 200 exemplaires. Ça fait 13 fois 200, ok. Très bien. Comment se motiver à faire la promotion de ses produits et services? Une fois qu'on a lancé une entreprise, une des difficultés que rencontre la majorité des entrepreneurs, c'est le marketing et la vente. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous ne lançons pas une entreprise parce que nous sommes passionnés par la vente, mais plutôt parce que, premièrement, nous voulons nous créer une certaine liberté et deuxièmement, nous sommes passionnés éventuellement par le sujet de l'entreprise, c'est-à-dire le produit ou le service et la transformation qu'on amène à nos clients, mais on n'est pas forcément passionné par le processus de vente. Donc, comment se motiver à prendre le téléphone et appeler les clients potentiels qui sont intéressés? Comment se motiver à démarcher des partenaires potentiels qui vont faire la promotion de nos produits ou services? Bref, comment se motiver à aller chercher cette vente, à aller décrocher la vente? Eh bien, dans mon livre Profession entrepreneur libre, aux éditions Albin Michel, je raconte notamment l'histoire de Bill O'Hanlon, qui est un hypnothérapeute qui est extrêmement connu parce que c'était un des premiers élèves du célèbre Milton Erickson. Et la difficulté que Bill a connue quand il a lancé son activité, c'est qu'après avoir vendu son premier livre électronique au tarif de 12,95 €, eh bien, le premier succès immédiat de ce livre électronique a fait que Bill s'attendait à ce que les ventes continuent de se faire toutes seules. Et donc, il a eu énormément de difficultés à se remotiver à refaire du marketing quand il s'est rendu compte que les clients ne viennent pas d'eux-mêmes tous les jours frapper à votre porte si vous ne faites rien pour faire la promotion. Et en fait, ce qui a été pour lui un levier de motivation, c'est d'assister à une conférence où il a vu sur scène Jeanne Savoie. Jeanne Savoie est une experte du dressage de chevaux et ils font du ballet équestre.
Et quand il a vu Jeanne Savoie sur scène expliquer qu'elle avait fait 80 000 dollars de vente, dollars canadiens de vente en lançant un produit sur le ballet équestre, Bill s'est dit, mais si cette petite dame autoritaire qui dresse des chevaux fait rentrer 80 000 en une semaine et qu'elle continue d'augmenter ses ventes de semaine en semaine et que moi je change des vies avec ce que je veux vendre et je reste à zéro, ben, à un moment donné, il faut que je me botte les fesses et il faut que je me bouge. Et si vous êtes dans cette situation, une des meilleures façons de rester motivé, c'est de garder l'inspiration, c'est d'être au contact de personnes qui, eux aussi, ils sont en train de pulser, ils sont en train d'avancer vers leur projet et de se dire, ben, si eux, ils y arrivent, je peux y arriver aussi. C'est une des meilleures méthodes de motivation et il est essentiel de rester motivé, de continuer d'aller au contact des clients parce que si vous ne le faites pas, eh bien quelqu'un d'autre le fera à votre place, quelqu'un d'autre va développer une activité exactement comme celle que vous vouliez lancer et quelqu'un d'autre va accéder à la liberté à laquelle vous rêviez pendant que vous restez dans le sofa à râler contre les clients qui ne viennent pas d'eux-mêmes. Donc, cette motivation, vous pouvez l'avoir en restant immergé dans un monde avec des personnes positives. Et si vous voulez que je vous aide, vous pouvez m'ajouter sur Facebook Messenger pour que je vous envoie un petit message audio pour vous booster tous les jours. Si ça peut vous aider, ça sera avec plaisir. Voilà, carte 4 de cœur, comment se motiver à XYZ. 4 de trèfle. Structure de contenu inhabituelle. Parlez d'un concept à longue traîne qui soit intéressant pour votre niche. Longue traîne, donc on va parler d'un concept dans le truc de geek. Expliquer ce qui est inhabituel là-dedans, ce que j'en pense et pourquoi c'est inhabituel, et je résume. Donc, on va piocher dans le livre. Si vous venez de nous rejoindre, bonjour, je suis Sébastien Knight, fondateur du mouvement des entrepreneurs libres et tous les conseils que je donne dans cette séance pour ma chaîne YouTube sont tirés de mon livre Profession entrepreneur libre aux éditions Albert Michel. Vous allez sur professionentrepreneurlibre.com pour pouvoir recevoir le livre et tous les bonus. Alors, le principe 4x2x, c'est bien ça rentre bien dans le truc inhabituel, c'est un truc que peu de gens font. Ce qui est inhabituel, ce que j'en pense, en quoi c'est inhabituel. Très bien. Bon, je vais mettre le livre comme ça on voit quand même. Une technique insolite pour multiplier vos ventes. Lorsque vous vendez un produit ou service et que vous vous lancez sur un marché où il y a déjà de la concurrence, la plus grosse difficulté que vous pouvez rencontrer, c'est que votre produit ou service soit comparé à des produits ou services similaires qui sont vendus à des tarifs similaires. Comment donc faire pour se différencier et faire pour emporter la vente, emporter le choix du client sur votre produit plutôt que les nombreux autres produits présents sur les étagères ou présents sur Internet? La solution, c'est d'utiliser une méthode un peu insolite qu'on appelle le principe 4x2x. Ce principe dit que si vous apportez 4 fois plus de valeur au client que le prix que vous demandez, eh bien vous pouvez demander un prix 2 fois plus élevé. Et ce principe est complètement étonnant pour la plupart des chefs d'entreprise parce qu'il leur semble impossible de se différencier en facturant plus cher que la concurrence. Donc l'exemple que je donne souvent sur mes sessions de formation, c'est de se dire, mais en fait, si vous faites les courses au supermarché et que vous avez le choix entre acheter 2 sacs de riz de qualité équivalente, est-ce que vous préférez prendre un sac de riz de 1 kg pour 1 euro ou un sac de riz de 8 kg pour 2 euros? Et évidemment, la deuxième offre est un meilleur marché, c'est une meilleure offre. Et en fait, nous voulons créer la même chose pour notre produit ou service, mais la raison pour laquelle la plupart des chefs d'entreprise ne le font pas, c'est qu'ils ne comprennent pas qu'on peut créer cette valeur de façon intangible. Évidemment, si vous êtes le producteur de riz et que vous vous contentez de vendre un sac de riz 4 fois plus de riz pour 2 fois plus cher, eh bien vous allez perdre de l'argent. Ce n'est pas ce que vous devez faire quand vous utilisez la méthode 4x2x. Ce que vous devez faire, c'est créer de la valeur intangible, c'est-à-dire chercher un moyen d'ajouter plus de valeur pour les clients sans augmenter le nombre d'heures que vous donnez ou le nombre de la quantité de matières premières que vous incluez dans votre offre. Un exemple de façon d'augmenter la valeur, c'est prolonger la garantie, offrir de l'assistance qui soit facultative si le client en a besoin,
offrir une garantie pièces et main-d'œuvre, offrir des bonus qui proviennent d'offres proposées par des entreprises qui voudraient offrir des échantillons à vos clients pour se faire connaître. Tout cela, ce sont des façons qui permettent d'augmenter la valeur perçue de votre offre sans augmenter le coût pour vous en termes de nombre d'heures ou de matières premières. Voilà donc ce principe un peu insolite que certaines entreprises utilisent pour décupler leurs ventes. Ok, voilà, 4 de trèfle. Et là, normalement, je vais avoir 4 de carreau, ce qui nous fera 12 vidéos. On va commencer au 2 de pique. Les règles d'or pour X, Y, Z. Je vais résumer mon savoir en quelques règles. Résumer mon savoir. On est bien parti. Là, ça va être une vidéo courte. Je vais dire tout ce que je sais. En 5 mots. Alors, il y a 7 règles sur la carte. Ensuite, j'explique en quoi chaque règle est importante. J'insiste sur l'importance de ces règles et en quoi elles impactent l'avatar. Alors là, je vais directement piocher. Puisqu'on me dit les règles d'or, eh bien, je vais donner les 4 règles, les 4 lois de l'argent. Tac, tac, tac. L'argent, s'il vous plaît, l'argent, où es-tu? Principe 4x, 2x, l'offre, c'est après ça, normalement. Réussir sans avoir une grosse mise de départ. Non, bah c'est dans la partie d'après. Les 4 lois de l'argent. Donc, je vais résumer mon savoir en quelques règles, expliquer en quoi chaque règle est importante, insister sur l'importance et en quoi elles impactent l'avatar de mon audience. Les 4 lois de l'argent à respecter quand on gère une entreprise. Il y a 4 lois que vous devez absolument respecter si vous voulez développer une entreprise rentable. Première loi de l'argent issue de mon livre Profession entrepreneur libre, c'est « tu te paieras en premier ». Deuxième loi de l'argent, tu gagneras l'argent avant de le dépenser. Troisième loi de l'argent, tu seras rentable dès le premier jour et jusqu'au dernier. Et quatrième loi de l'argent, tu utiliseras l'argent pour acheter ta liberté et non ton amour-propre. Pourquoi est-ce que ces lois sont extrêmement importantes? La première loi, tu te payeras en premier, est importante parce que si vous vous lancez dans l'aventure de la création d'entreprise, c'est pour vous créer de la liberté. Or, on ne se crée pas de la liberté sans avoir une certaine liberté financière. Autrement dit, votre entreprise non seulement doit être rentable sur le papier, ce qui est bien pour payer de l'impôt sur les sociétés, mais elle doit être aussi rentable en banque. Ce qui veut dire qu'elle doit, premièrement, vous payer, vous assurer un certain niveau de sécurité financière. Et le seul moyen d'être sûr que notre entreprise parvient à faire ça, c'est de décider aujourd'hui combien vous voulez vous payer et de le payer de façon fixe. Et non pas dire « je vais me payer ce qu'il reste à la fin du mois » parce que l'incertitude et le stress causés par cela ne fait qu'augmenter votre procrastination, votre peur et la difficulté à convaincre les clients. Donc, c'est la première loi, se payer en premier. Et cette loi dit également que votre entreprise doit être rentable et une des seules façons que je connaisse d'être rentable, c'est de décider quel pourcentage de rentabilité vous devez avoir. Autrement dit, de prélever chaque semaine ou chaque mois un pourcentage du chiffre d'affaires qui est entré, non seulement le pourcentage pour payer la TVA, le pourcentage pour payer les charges sociales, mais aussi le pourcentage que vous allez mettre de côté pour vous payer des dividendes. Pourquoi est-ce que la deuxième loi, tu gagneras l'argent avant de le dépenser, est cruciale? Parce qu'en fait, la raison principale qui fait couler des entreprises qui semblaient pourtant prospérer, ce n'est pas parce qu'elles sont déficitaires, c'est parce qu'elles ont des problèmes de trésorerie. Et il y a une grosse différence entre les deux. Avoir des problèmes de trésorerie, ça peut se produire même si vous avez une entreprise qui, sur le papier, fait des profits. Peut-être que vous payez vos fournisseurs instantanément à la commande, mais vos clients à vous vous règlent à 90 jours fin de mois. Et vous pouvez donc vous retrouver avec d'importantes difficultés qui créent une cessation de paiement si vous n'appliquez pas ce principe de vous assurer que vous êtes payé et que vous faites les ventes avant de débourser de l'argent. Pourquoi la troisième loi, tu seras rentable dès le premier jour et jusqu'au dernier, est-elle si importante? Parce que ça ne sert à rien de créer une entreprise et de trimer sang et eau dans cette entreprise pour se retrouver au bout de 5 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans à ne rien pouvoir laisser à vos enfants ou ne rien avoir acquis comme ressources que vous pouvez revendre.
Et c'est donc pour ça que vous devez faire le calcul dès le départ des produits et services qui sont réellement rentables dans votre catalogue et ne vendre en fait que ceux-là. Ça vous permet de ne vous concentrer que sur les clients les plus intéressants, les plus rentables pour l'activité et ceux qui du coup vous permettent d'investir davantage pour augmenter leur expérience client et leurs résultats. Et enfin, pourquoi la quatrième loi, tu utiliseras l'argent pour acheter ta liberté et non ton amour propre, est-elle si importante? Eh bien parce que l'argent, ce n'est qu'un moyen. Dans cette vidéo, je vous ai parlé de liberté financière et d'argent, mais en fait, tout cet argent, il n'est que le moyen de vivre la vie dont vous rêvez et de partager cette liberté et cette abondance avec vos proches. Si vous placez trop d'importance sur votre ego et votre amour propre, vous risquez en fait de vouloir faire plus de chiffre d'affaires parce que ça fait quand même mieux de faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires que 900 000. Mais ça ne sert à rien de faire 1 million et être déficitaire versus faire seulement 200 000 euros et pouvoir vous payer et faire des bénéfices. Donc, c'est très important de garder à l'esprit que l'argent que génère votre entreprise, il est là pour générer du profit. Ce profit, il est là pour vous donner une liberté financière, vous permettre de contribuer à des œuvres caritatives, vous permettre d'offrir la vie à votre famille que vous souhaitez et non pas juste pour se glorifier en disant j'étais l'entrepreneur avec la plus grosse boîte qui gît aujourd'hui dans ce cimetière. Donc, ces 4 lois de l'argent, si vous les respectez, elles auront un impact énorme sur votre vie d'entrepreneur et sur la pérennité et la liberté que va vous donner votre entreprise. Voilà. 4 de carreau. Et là, on passe au 5. 5 de pique. Les pour et les contre. Je vais présenter une idée, donner 3 à 4 pour, 3 à 4 contre et donner mon avis et opinion et expliquer. On va prendre au hasard. Attention, mesdames et messieurs. David me dit stop. Waouh! On va adapter parce qu'en fait, là, ça marcherait très bien. On est dans le chapitre des 79 raisons de ne jamais créer votre entreprise et 8 bonnes raisons de le faire. Donc, techniquement, je pourrais très bien faire ça sous forme d'une vidéo. C'est juste que ça ne va pas être 3 à 4. Mais je pense que je vais le faire, tiens. On va le faire maintenant, puisqu'on devait la faire pour l'atelier. Attention, vidéo marathon de 12 minutes. Je ne sais plus combien de temps ça durait la dernière fois que je te l'ai lu en audio, mais… Il faut juste que tu rajoutes une section à vie entre les deux. Ou après les deux. À la fin. À la fin. Bah, est-ce que je suis pour le fait que les gens créent des entreprises ou pas? Ouais, 79 bonnes raisons de ne jamais créer votre entreprise. Bonjour, je suis Sébastien Knight, fondateur du mouvement des entrepreneurs libres et au cours des dernières années, j'ai accompagné plus de 15 000 clients entrepreneurs dans 35 pays. Et s'il y a bien une chose que j'ai apprise, c'est que tout le monde n'est pas fait pour créer une entreprise. C'est pourquoi j'ai réuni, après une étude sur plusieurs centaines de porteurs de projets, les 79 bonnes raisons qui font que vous ne devriez pas créer une entreprise. Et j'aimerais vous les présenter maintenant, ainsi que les 8 bonnes raisons de créer votre entreprise. Si vous prenez des notes, ça vous permettra de savoir à quel profil vous appartenez en sachant combien de ces raisons s'appliquent à vous. Raison numéro 1, bonne raison de ne jamais créer votre entreprise, parce que ça vous fait peur. Raison numéro 2, parce que personne ne croit en votre projet. 3, parce que votre vie est bien comme elle est. 4, parce que vous êtes en France et la France est un très mauvais pays pour entreprendre. 5, parce que vous n'êtes pas en France et votre pays n'offre pas toutes les aides et les infrastructures de ces chanceux de Français. 6, parce qu'il est trop tôt, vous aurez bien le temps plus tard. 7, parce qu'il est trop tard, l'idée est déjà prise. Raison numéro 8, parce que les gens comme vous ne deviennent pas chefs d'entreprise. 9, parce que quelqu'un comme vous a essayé et s'est brûlé les ailes. 10, parce que vous n'avez pas de passion particulière ou d'idées au succès garanti. 11, parce que vous avez trop d'idées et vous ne savez pas laquelle choisir. 12, parce que c'est trop de travail et trop d'efforts. 13, parce que votre vie actuelle ne vous laisse pas assez de temps. 14, parce que vous voulez toucher l'assurance chômage et une bonne retraite. 15, parce que vous n'avez pas d'amis en dehors des collègues de travail et pas de vie sociale en dehors de la pause café. Raison numéro 16 de ne jamais créer une entreprise,
parce que vous avez la sécurité de l'emploi dans votre job actuel. 17, parce que vous vous épanouissez dans votre vie personnelle avec vos loisirs et votre famille, alors vous allez pointer à un job alimentaire juste pour toucher les chèques. Et c'est bien comme ça. 18, parce que vous risqueriez d'investir toutes vos économies et de les perdre. 19, parce qu'il vaut mieux ne pas essayer et garder son rêve intact que d'essayer et constater que la réalité est tout autre. 20, parce que vous n'êtes pas assez constant dans votre travail. Vous n'avez pas la discipline pour vous mettre au boulot chaque matin sans patron ou superviseur pour vous dire quoi faire. 21, parce que vous ne voulez pas négliger vos enfants en bas âge. 22, parce que vous n'avez pas suivi de formation pour être entrepreneur, donc vous n'avez pas les qualifications nécessaires. 23, parce que vous n'avez pas la bonne couleur de peau et personne ne vous prendra au sérieux. Sur les 79 bonnes raisons de ne pas créer votre entreprise, comptez combien vous en avez. 24, parce que vous doutez de vous-même. Sortir de l'ombre, vous faire connaître, vous mettre en avant, vous sentez de la résistance. Vous allez d'abord travailler sur cette appréhension dès que vous avez le temps et on reparlera du projet plus tard. 25, parce que vous n'avez pas fait d'études et vous n'avez pas de diplôme. 26, parce que vous faites des études et qu'avoir votre diplôme, c'est important. 27, parce que vous détestez la paperasse. 28, parce que vous avez peur de vous planter publiquement et d'être ridiculisé devant votre famille et vos proches. 29, parce que votre idée nécessite de gros investissements. 30, parce que vous ne savez pas où trouver la clientèle pour acheter vos produits ou services. 31, parce que vous avez bossé dur pour avoir votre vie actuelle et cela ne vaut pas le coup de tout risquer sur cette idée ridicule de lancer une entreprise. 32, parce que qui êtes-vous pour vouloir devenir patron et donner des ordres aux autres? 33, parce que l'État va vous assommer de taxes et d'impôts si vous devenez indépendant et ce sera encore pire si l'entreprise gagne beaucoup d'argent. 34, parce que rien ne prouve que ce projet vous intéressera encore dans un an. 35, parce que la petite voix dans votre tête vous dit d'arrêter de rêver. 36, parce que ceux qui réussissent sont des privilégiés. 37, parce que l'argent appelle l'argent et vous n'avez pas d'argent. 38, parce que personne ne vous a donné votre chance. 39, parce que si vous parlez de votre projet, on va vous piquer l'idée. 40, parce que vous êtes face à la barrière de la langue. Sorry. 41, parce que vos proches n'ont pas confiance en vous et répondent à votre enthousiasme par le silence. 42, parce que vos proches veulent toujours mettre leur grain de sel et ne vous laisseront jamais réfléchir et travailler en silence. 43, parce que votre femme a confiance en vous et vous encourage et que cela vous terrorise de la décevoir. 44, parce que votre mari a peur que vous gagniez plus que lui et que vous soyez moins dépendante de lui. 45, parce que vos amis vous renvoient leurs propres peurs et leur incapacité d'oser passer le cap. 46, parce que personne autour de vous n'est au courant et que vous vous sentez seul. 47, parce que si vous parlez de vos ambitions, on va vous rejeter. 48, parce que les coachs en développement personnel, les youtubeurs, les livres pour entrepreneurs, tout ça, c'est du vent, de l'arnaque. 49, parce que si on pouvait partir de zéro, vraiment, et réussir en suivant une méthode Y ou Z, ça se saurait. 50, parce que les inégalités se creusent, les pauvres restent pauvres et les riches s'enrichissent sur votre dos en vous faisant miroiter de beaux rêves qui ne se réaliseront jamais. 51, parce que l'argent corrompt. Chercher à en gagner plus, c'est mal. 52, parce que vous êtes chrétien et un bon chrétien se contente de ce qu'il a. Un projet aussi déraisonnable et égoïste que le vôtre va à l'encontre des notions les plus élémentaires de sacrifice et de don de soi. 53, parce que vous êtes musulmane et ce serait vu comme un manque de respect de sortir quémander des investisseurs. 54, parce que vous êtes bouddhiste et aller démarcher des clients ne va pas vous rapprocher de l'éveil. 55e bonne raison de ne jamais créer votre entreprise. Parce que statistiquement, il y a plus d'échecs que de réussites. Vous ne sauriez pas dire d'où vient cette statistique, mais ça semble crédible. 56. Parce que le sens des affaires ne coule pas dans les veines de votre famille. Nombreux échecs à l'appui. 57. Parce que tout le monde est dans la même galère que vous et rêve de pouvoir voyager et travailler d'où on veut. Alors pourquoi vous et pas les autres? 58. Parce que le marketing, c'est du chinois pour vous. 59. Parce que
Si vous avez le moindre revenu d'indépendant, votre allocation invalidité vous sera supprimée. Du coup, il faudrait que l'entreprise génère tout de suite un salaire dès le premier mois, sinon vous vous retrouverez à la rue. 60. Parce que vous n'avez pas une personnalité imposante, alors vous risquez d'être un gérant laxiste. Ce n'est pas dans vos cordes. 61. Parce que vous avez du bon sens et le climat des affaires est clairement mauvais en ce moment. Chômage élevé, pouvoir d'achat trop faible, il faudrait être inconscient pour investir dans une entreprise avec ce contexte économique et politique. 62. Parce que vous avez du bon sens et que le climat des affaires est clairement trop beau en ce moment pour durer. Chômage bas, pouvoir d'achat élevé, l'économie est dans une bulle qui ne va pas tarder à éclater. Mieux vaut jouer la sécurité. 63. Parce que si ça ne marche pas, vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous a pas prévenu. Il ne faudra pas venir pleurer. 64. Parce qu'aujourd'hui, tout passe par Internet et vous n'avez pas les compétences informatiques pour faire le poids face aux jeunes requins. 65. Parce que vous étiez fainéant à l'école, vous ne brillez pas dans votre job actuel. Alors qu'est-ce qui vous prouve que vous avez ce qu'il faut pour réussir? 66. Parce qu'à votre jeune âge, il vaut mieux commencer par bien vous implanter dans le monde du travail, vous faire un réseau. Il sera bien temps d'entreprendre plus tard. 67. Parce que vos meilleures années sont derrière vous. Il est bien trop tard pour entreprendre. Et puis, malgré votre ancienneté, vous n'avez pas le bon réseau pour lancer une entreprise. Il aurait mieux valu vous lancer quand vous étiez jeune. 68. Parce que votre idée est trop novatrice, le marché n'existe pas. 69. Parce que votre idée n'est pas assez novatrice, le marché est bouché et il y a trop de concurrents. 70. Parce que vous ne connaissez pas la réglementation en vigueur. Le risque juridique est trop important. 71. Parce que vous ne savez pas où trouver des fournisseurs de confiance. 72. Parce que créer une entreprise, c'est bien joli, mais la gérer au quotidien, c'est une sacrée paire de manches. 73. Parce que vous vous sentez obligé de vous justifier, d'expliquer vos choix, vous avez du mal à les assumer sans vous sentir coupable, alors vous n'osez pas demander de l'aide ou vous affirmer pour vendre des produits. 74. Parce que vous avez déjà essayé par le passé et ça n'a pas marché. 75. Parce qu'il faudrait recruter des employés et prestataires. 76. Parce que vous mettre à votre compte, c'est rajouter de la pression et des inquiétudes dans votre vie et vous n'avez clairement pas besoin de ça en ce moment. 77. Parce que si vous réussissez là où des membres de votre famille ont échoué, ça va rouvrir des plaies douloureuses. 78. Parce que les jaloux vont inventer des histoires et vous attaquer. Et enfin, 79 et dernière bonne raison de ne pas créer votre entreprise. Parce qu'au départ, vous aviez une motivation d'enfer pour vous lancer, mais maintenant que vous avez lu cette liste, ça vous a un peu cassé votre élan, alors vous préférez laisser tomber. Alors, ce n'est pas tout dans mon livre, je partage aussi les 8 raisons un peu folles pour vous lancer, que vous pourrez comparer pour voir combien s'applique à vous. Première raison pour vous lancer, pour choisir vous-même vos horaires et à quoi vous consacrez vos heures. Deuxième bonne raison pour vous lancer et créer votre entreprise, pour avoir une vie en alignement avec votre passion et vos valeurs, sans appréhension du lundi, sans stress ou ambiance tendue, sans manager, sans conversation ennuyeuse à mourir autour de la machine à café. Troisième raison, pour qu'on reconnaisse enfin la qualité de votre travail. Raison numéro 4, pour gagner plus d'argent que dans vos rêves les plus fous. Raison numéro 5, pour ne plus jamais avoir à demander la permission. Raison numéro 6, parce que vous avez une mission et que personne ne l'accomplira à votre place. Raison numéro 7, parce que ça vous fait peur et que la peur nous indique en général la direction à suivre si on veut grandir. Raison numéro 8, parce que même si vous n'arrivez pas à expliquer pourquoi, même s'il y a 79 excellentes raisons de ne pas le faire, vous n'avez pas besoin de les lire. Une petite flamme en vous refuse de s'éteindre et insiste pour s'exprimer. Voilà, si vous avez écouté jusqu'au bout ces 79 bonnes raisons de ne pas vous lancer et 8 seulement bonnes raisons pour créer votre entreprise, vous savez quelle est ma recommandation, évidemment. Si vous m'écoutez là, c'est que vous savez que créer votre activité indépendante et la lancer est le seul moyen pour devenir libre et vivre la vie de vos rêves. Et c'est pourquoi je vous recommande vivement ce livre, Profession entrepreneur libre, si vous ne l'avez pas encore. Et si vous accédez à ce livre, vous aurez accès à mon atelier que j'organise une fois par an pour vous aider en 15 jours et vous conseiller en fait dans le démarrage et le lancement de votre activité. Le lien se trouvera sûrement sur mon site internet. Vous allez sur professionentrepreneurlibre.com. Voilà.
sais pas combien de temps c'était cette séquence. Le 5 de pique, les pour et contre. Ça m'a donné chaud. Quand tu fais du tarot? Ah, tu calcules? C'est la 13e. Ça fait quoi? Ça fait 1 heure là? Ça fait 1h10. 13 en 1 heure, c'est pas mal. Ça veut dire qu'on peut faire toute la pioche en 4 heures. Juste un dump de 48 heures mémoire à faire. Je te préviendrai 5 minutes avant. Ok. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, bonjour, je suis Sébastien Knight, fondateur du mouvement des entrepreneurs libres. Et je réalise une série de vidéos pour vous aider à vous lancer, devenir indépendant. Et nous allons faire la vidéo à bas les mythes. Donc, qui consiste à raconter une histoire qui implique le mythe dont nous allons parler. Expliquer en quoi il s'agit d'un mythe et pourquoi les gens y croient. Lister les raisons et les faits qui démontrent qu'il s'agit d'un mythe. Et revenir à la réalité. Et David va me dire stop. Alors, on est à la page entreprendre la plus belle aventure du monde. Donc, on va peut-être piocher autre chose. Genre, le mythe que entreprendre, c'est la plus belle aventure du monde. La preuve, il y a 79. Bonne raison. Ouais, c'est ça. Tu me dis stop. Stop. Dénicher le concept qui cartonne, les 4 raisons à se poser. Et on était à cheval sur le chapitre pourquoi il est si difficile de trouver sa voie. Ça peut être bien, ça. Le mythe de la modalité? Non, ça c'est du David J, ça. Oui, non. Parce que ça parle. Oh là, j'ai une belle auréole quand même là. À mon avis, ça se voit là. Là, ça se voit. Mais quand tu remets ton bras, ça Ouais, mais là, ça se voit aussi. Ouais, là, si tu fais ça, mais remets ton bras normal. Oui, bah si je mets les bras derrière mon dos, oui, on voit rien. Non, mais en fait, c'est dans l'ombre. Ouais, on voit plus. Alors je rappelle, nous filmons en 4K. On va rajouter de l'exposition, etc. À mon avis, ça va bien se voir. Donc, je donne le petit graphique que beaucoup de gens associent à Ikigai. Là. Le mythe du coach en développement personnel. Ouais. Ok. Et pourquoi il ne faut pas être coach en développement personnel? J'ai hâte. Hein? Rigolo. C'est bon, ça tourne là? Et le point, il faut refaire du coup, j'ai bougé. Vérifie juste qu'il s'est ajusté à mon visage. Pourquoi le mythe de la passion vous empêche de lancer une entreprise rentable? Bonjour, je suis Sébastien Knight, fondateur du mouvement des entrepreneurs libres et après avoir accompagné plus de 15 000 clients entrepreneurs dans 35 pays, j'ai constaté que beaucoup d'entre eux se lancent avec le conseil complètement erroné que l'on trouve dans beaucoup de livres de développement personnel qui nous disent que si nous sommes passionnés par un sujet et si on se lance avec beaucoup d'enthousiasme et de volonté d'aider, eh bien le reste suivra et les clients finiront par nous trouver. Il s'agit d'un mythe qui est extrêmement attractif parce que bien entendu, quand on veut se lancer en tant qu'entrepreneur ou indépendant, c'est parce qu'on veut devenir libre et aussi en général parce qu'on a une passion qu'on aimerait partager, passion pour les bijoux fantaisie, une passion pour le soin et l'accompagnement des autres. Et donc vous vous retrouvez à lancer votre petite boutique artisanale ou à lancer votre activité de coaching en développement personnel. Et en fait, ce mythe est un gros problème qui empêche beaucoup de gens de se rendre compte que sans stratégie pour se différencier et pour montrer que vous apportez une solution qui n'a rien à voir avec ce que votre client a déjà essayé par le passé et qui n'a pas fonctionné, eh bien, vous êtes aux yeux des clients tout simplement un prestataire, un fournisseur comme les autres, un vendeur comme les autres avec de belles promesses. Vous devez donc, si vous voulez vous dégager de ce mythe de la passion, vous devez donc distiller votre passion pour obtenir ce que David J, un de mes clients dont je raconte l'histoire dans ce livre, appelle le mécanisme unique. Vous devez trouver la façon dont vos clients vont comprendre
que vous apportez une solution différente ou avec un soin différent et un service différent à celui qu'on trouve un peu partout. Si vous êtes coach en développement personnel, la mauvaise nouvelle pour vous dans cette vidéo, c'est donc que vous devez changer de métier. Au lieu d'être coach en développement personnel, vous devriez être coach en séduction pour les célibataires, comme je l'ai fait pendant plusieurs années et beaucoup de personnes me reconnaissent encore suite à cette première activité dans les années 2000. Mais vous pouvez aussi être coach en performance pour les cadres supérieurs des entreprises de nouvelles technologies. Et vous aurez beaucoup plus de facilité à trouver beaucoup plus de clients, mais aussi beaucoup plus de facilité à leur donner des résultats concrets si vous choisissez d'abandonner ce mythe de la passion et de vous concentrer sur le mécanisme unique et le client unique auquel vous vous adressez. Voilà. T'as vu, en plus, je t'ai fait un petit pitch de David J, t'as vu? Alors David est hors champ, vous ne le voyez pas. C'est peut-être mieux parce qu'il est tranquillement en short et t-shirt là. T'as monté ta tête parasée sur mon flux live toi. 5 de trèfle. La structure de contenu, ce que j'ai appris. Je vais présenter mes erreurs du passé. Ça va être long. Vous avez une bonne carte mémoire, j'espère. Présenter mes erreurs du passé relatives au sujet abordé. Lister ce que j'ai appris de mes erreurs passées. Donner des informations personnelles courtes sur chaque élément de ce que j'ai appris. Combien j'aurais gagné en temps et en énergie si j'avais su tout cela. On va piocher dans le livre. Je vais te demander si tu veux bien me donner un petit rap d'eau de secours. Merci. Et Fabien va me dire stop. Cette question pour comprendre un acheteur potentiel avec une citation de Sébastien Knight qui dit « Si votre produit s'adresse à tout le monde et ne s'adresse à personne ». Alors, mes erreurs du passé. Merci. Je pourrais parler de quand je me suis lancé en tant que coach en développement personnel. Les leçons que j'ai tirées de ma start-up qui a échoué. Quand je parle de ma première entreprise, bien souvent, dans mes livres, y compris dans mon livre Profession Entrepreneur Libre, je parle de la première entreprise qui a vraiment décollé. Celle où je faisais 2 activités complètement distinctes sous 2 noms de marques complètement différents. D'un côté, une école de danse latine basée à Nantes et de l'autre côté, mon activité de coaching amoureux pour les célibataires pour laquelle je suis encore très connu en France. Eh bien, je parle assez rarement de ma véritable première entreprise que j'ai immatriculée en Irlande avec mon maître de stage à l'époque où je terminais mes études d'ingénieur informatique à l'école centrale. Et en fait, cette première entreprise, cette première start-up que nous avons démarrée en Irlande a été un flop total. Pourquoi? Parce que nous n'avons jamais réalisé 1 euro de chiffre d'affaires. Et en fait, le facteur de succès numéro 1 pour une jeune entreprise, c'est le cash flow initial, c'est les ventes qu'on génère au démarrage de l'activité. Et voici quelques-unes des erreurs que j'ai commises et des leçons que j'ai apprises de cet échec. Première erreur que j'ai commise, c'est mes associés et moi ne nous sommes absolument pas concentrés sur la question de faire entrer le cash flow initial. Et donc, nous étions tellement concentrés sur le fait de créer le produit idéal, d'avoir un site internet parfait, que nous avons complètement oublié de nous poser la question du modèle d'affaires et de trouver les premiers clients. Alors qu'en fait, d'autres entreprises qui se sont lancées sur le même secteur la même année, en 2006 par exemple, a été créé parisbouge.com qui réalise un chiffre d'affaires tout à fait respectable, mais aussi eventbrite.com qui fait la même chose que ce que nous faisions dans cette start-up et qui aujourd'hui pèse plusieurs milliards de dollars et nous pesons 0 puisque cette entreprise a coulé dans la première année. Donc, première erreur, ne pas se concentrer sur les clients. Deuxième erreur que nous avons commise, eh bien, c'est l'association. Nous étions 3 associés, moi, mon ancien maître de stage et sa petite amie. Et je vous avoue qu'en rétrospective, je ne sais toujours pas pourquoi est-ce que sa petite amie était associée dans le projet. Et je pense que c'est
symptomatique d'un problème que connaissent beaucoup d'entrepreneurs qui est on s'associe par affinité, mais ensuite on ne se pose pas la question qu'est-ce que chacun des associés, concrètement noir sur blanc, apporte à l'entreprise. Si nous nous étions posé cette question, probablement nous n'aurions pas eu la même structure ou les mêmes associés. Et nous aurions peut-être cherché quelqu'un qui serait expert de la vente, soit comme employé, soit comme associé, mais pour venir ajouter cet élément crucial parce qu'à l'époque, en 2006, je n'étais absolument pas un marketeur ou un vendeur, j'étais seulement responsable de la partie technique. Et la troisième erreur, et la leçon que j'en ai tirée, c'est que nous étions beaucoup trop perfectionnistes. Nous avons passé par exemple plus de 2 semaines à retarder la sortie de notre site web pour cette startup parce que le design du site était décalé d'un pixel vers le bas et que ça nous a pris 2 semaines pour réussir à régler ce petit bug que l'internaute n'aurait jamais vu parce que les gens ne savent pas quel design exact au pixel près on voulait faire. Mais c'est le genre des erreurs que nous avons commises tout au long de ce projet. Et donc, s'il y a des leçons à tirer de ce premier échec, c'est aussi que ce premier échec m'a appris que c'était relativement facile de lancer une boîte et de l'immatriculer. En Irlande, c'était plus facile qu'en France à l'époque, puisque ce n'est que plus tard qu'est arrivée la facilité de déposer un dossier sur Internet en quelques clics. C'était le cas déjà en Irlande. Et j'ai réalisé que c'était à ma portée de créer une entreprise et c'est ce qui m'a permis de lancer mon entreprise en solo. Donc, ce premier échec dont je parle assez rarement a été en fait le tremplin qui m'a permis de devenir ensuite un entrepreneur libre. Voilà, 5 de trèfle. Et maintenant, 5 de carreau. Structure de contenu, être reconnaissant. De quoi suis-je reconnaissant? Pourquoi? Ce pourquoi je suis reconnaissant, je fais une petite liste. J'explique comment je mets en œuvre cette gratitude et pourquoi c'est important. Et ensuite, je récapitule les raisons de mes choix. De mes choix de quoi? Alors cette carte-là, elle n'est pas super claire. Mes choix peut-être de ce pourquoi je suis reconnaissant, j'imagine. Et j'encourage le spectateur à contribuer à ma liste de ce pourquoi je suis reconnaissant. C'est vrai que c'est pas très clair. Je pense que les choses- Non, je peux le faire, mais c'est pour retenir tout ça. Je vais garder la carte dans la main. Donc, pourquoi je suis reconnaissant? Pourquoi? Comment je mets en œuvre cette gratitude? Pourquoi c'est important? Je récapitule et j'encourage à me faire des suggestions de gratitude supplémentaire. Ok. Et tu vas me dire stop, David. On est sur le chapitre comment repérer les opportunités autour de vous. Et là, j'explique que l'opportunisme ne paye pas. Et j'explique 2 stratégies pour trouver une idée gagnante. Chercher les points d'interrogation et les points d'exclamation. C'est-à-dire les moments de ras-le-bol, etc. Des gens autour de nous. Et ce qu'on apprécie dans nos expériences à nous d'achat. Tac, tac, tac. Et donc, de quoi je suis reconnaissant et pourquoi? Je suis reconnaissant d'avoir une entreprise qui me permet de voyager où je veux, de passer du temps avec ma fille Alice, d'aider énormément de gens, de voir la transformation, d'inspirer d'autres personnes. Maintenant, le titre de la vidéo, je cherche le titre de la vidéo, tu vois. Quelque chose, tu vois. Qu'est-ce que ça peut être? C'est une liste, tu vois. Je cherche un titre par rapport au fait que c'est reconnaissant, tu vois, que ce soit un bon titre quand même. Ok, j'ai. Cinq raisons pour lesquelles je kiffe être entrepreneur. Bonjour, je suis Sébastien Naik, fondateur du mouvement des entrepreneurs libres. Et depuis 2010, j'accompagne les entrepreneurs, les chefs d'entreprise et les porteurs de projets à lancer et développer leur entreprise. Et
Je suis entrepreneur depuis bien plus longtemps que cela puisque j'ai commencé par créer une école de danse latine à Nantes et une activité de coaching amoureux pour les hommes célibataires ainsi que d'autres entreprises au cours de mon aventure entrepreneuriale. Et en fait, la première raison pour laquelle je suis reconnaissant de ce que m'a apporté cette aventure entrepreneuriale, c'est ma liberté de temps. Aujourd'hui, je travaille un jour par semaine, le jeudi, et ça me laisse énormément de temps, premièrement, pour m'occuper de ma fille Alice. À l'heure où je fais cette vidéo, Alice, elle a appris à marcher tout récemment. Elle a un vocabulaire de probablement une centaine de mots. Elle assemble des phrases en disant un mot, puis gazouille, gazouille, et ensuite un autre mot, du genre papa, chaussures. Et en fait, pouvoir passer du temps avec elle pour apprendre à décoder son langage incompréhensible est en fait une des plus grandes richesses que m'apporte ma vie d'entrepreneur. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je suis reconnaissant. Deuxième raison pour laquelle je suis reconnaissant de ma vie d'entrepreneur, c'est la liberté de travailler avec les gens que je souhaite. Depuis le début de mon activité, même à l'époque où je faisais des cours de salsa dans un bar qui s'appelait le Poquito à Nantes, et même à l'époque où je faisais des cours de séduction pour les célibataires en faisant des ateliers à Paris, eh bien, j'appliquais ce que j'appelle la règle zéro emmerdeur. Et je pense que je peux être reconnaissant à Eben Pagan, un de mes mentors américains, qui m'a enseigné ce principe qu'en fait, on peut choisir ses clients. On peut dire, mais en fait, je vais travailler qu'avec des personnes motivées, enthousiastes, ambitieuses, positives. Et depuis, j'ai mis en fait dans mes conditions de vente, dans toutes mes vidéos où je propose des services et des produits, eh bien je dis, voilà, j'applique une règle zéro emmerdeur. Je veux travailler qu'avec des gens positifs, qui veulent participer à notre communauté, qui veulent s'entraider, qui sont honnêtes, qui ont l'envie d'apprendre. Et je dis aussi que si vous êtes choqué que j'utilise le terme zéro emmerdeur, eh bien peut-être qu'il vaut mieux ne pas rejoindre mes programmes parce que peut-être que la règle s'applique à vous. Et donc, je suis reconnaissant de ça, de pouvoir choisir mes clients. Je suis aussi reconnaissant des rencontres que j'ai pu faire et de voir en fait tous les jours la transformation de mes clients. Internet, c'est un super outil parce que non seulement ça me permet de toucher plein de gens, ça vous permet en tant qu'entrepreneur de toucher beaucoup plus de clients, mais ça nous permet aussi d'avoir cette interactivité. Ça permet aux gens de me laisser des commentaires sur mes vidéos YouTube, de me répondre sur Messenger aux messages audio que j'envoie tous les jours, de m'envoyer des emails en réponse à ma newsletter et de me dire en fait la transformation que mes contenus, mes vidéos, mes conseils leur ont apporté. Et ça, c'est quelque chose dont je suis extrêmement reconnaissant. Quatrième facteur dont je suis extrêmement reconnaissant, c'est aussi la liberté financière que m'a apporté mon entreprise. Parce que, premièrement, ça m'a permis d'avoir confiance en moi, mes capacités et en l'avenir que je peux donner à ma famille. Mais aussi, ça m'a permis de contribuer autour de moi. Ça m'a permis de donner des dizaines de milliers d'euros par an à des associations caritatives que je soutiens, comme Toi à Moi, qui est basée à Nantes et qui est l'entreprise, l'entreprise. C'est une association caritative qui a été créée par un accompagnateur d'entrepreneurs. Denis Castin, qui est la personne qui m'a aidé à lancer ma boîte, en fait, il a quitté un jour la boutique de gestion où il travaillait pour dire je veux être indépendant, mais je ne veux pas être indépendant en tant que chef d'une entreprise classique. Je veux lancer une association qui reloge les sans-abri, qui a un vrai modèle d'affaires qui permet d'acheter des biens immobiliers où on peut mettre ces personnes, leur faire payer un loyer symbolique et les insérer dans la société. Et en fait, lui, il est salarié de l'association et le but, c'est de développer ça et de permettre à des personnes de se réinsérer dans la société. Eh bien, ça m'a permis d'aider cette association énormément. Ça m'a permis d'aider Village Impact, qui est une organisation qui crée des écoles en Afrique. Et donc, je suis allé aider à terminer la construction d'une école que j'ai financée là-bas. Et en fait, cette liberté financière, je n'aurais pas pu l'avoir si j'étais resté développeur chez Unilog, Logica, CMG, la société de services informatiques chez laquelle je travaillais. Et enfin, une dernière raison pour laquelle je suis reconnaissant et je kiffe ce métier d'entrepreneur, c'est aussi la liberté géographique qui me permet en fait de voyager. J'ai fait 2 fois le tour du monde avec ma femme. Je continue de voyager pour le plaisir aux 4 coins du monde pour faire les éléments de ma bucket list. Et ça, c'est une des libertés qu'on peut se permettre de ne pas avoir à demander la permission de prendre des vacances, de ne pas être restreint à 3 semaines, 4 semaines de vacances ou 9 semaines si vous êtes professeur des écoles. Et pour moi, c'est important. Donc, si vous voulez
être entrepreneur libre, vous pouvez aussi bénéficier des mêmes libertés et c'est ce que je souhaite pour vous. Voilà, 5 de carreau. Ce qui nous amène à 16 vidéos. En combien? 1h30 à peu près. Donc ça fait 6 minutes par vidéo. Donc pour faire toute la pioche. Ah oui, des 79 raisons, ça, comme dirait mon beau-père sur l'autoroute, ça casse notre moyenne de faire ça. La structure de contenu quiz rapide, 6 de pique. Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, bonjour, je suis Sébastien Knight, fondateur du mouvement des entrepreneurs libres. Et en ce moment, je suis en train de réaliser une série de vidéos pour la diffuser sur ma chaîne YouTube pour aider les 25 millions de porteurs de projets et d'entrepreneurs à travers la francophonie à devenir des entrepreneurs libres. Et tous les conseils que je donne dans cette série de vidéos sont tirés de mon livre Profession entrepreneur libre, parution le 3 septembre aux éditions Le Duc Albin Michel. Et donc, si vous voulez recevoir ce livre ainsi que plein de bonus pour vous aider à devenir entrepreneur libre, allez simplement sur professionentrepreneurlibre.com et je vous mets aussi le lien dans la description de cette vidéo pour participer à ma série de webconférences intitulée « Comment gagner 100 000 € net avec votre entreprise ». Je vous mets le lien privé. Et enfin, si vous aimeriez que je vous envoie un petit message audio personnel chaque jour sur Facebook Messenger gratuitement, eh bien, je vous mets le lien dans la description de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, je vais faire une petite vidéo sur la structure quiz rapide. Et donc, l'idée, c'est de faire un quiz et de dire, alors c'est expliquer un peu, Fabrice, si tu me regardes, la carte 6 de pique, il faut la clarifier. Donc, je pense qu'il y a 4 questions et j'explique en quoi elles sont vraies ou fausses. Ou alors, je pose une question et je donne 4 réponses possibles. Je pense que c'est ça. Une question, 4 réponses possibles. Ensuite, réponse numéro 1, je donne en quoi c'est vrai ou faux. 2, 3, 4. Et la conclusion, et j'explique en quoi la bonne réponse, qu'est-ce que ça signifie pour mon spectateur. Et donc, tu me dis stop. Alors, attends, on l'a refait parce que je m'étais arrêté avant le top. L'étude de marché classique. Tac, 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 l'avatar. Sociodémographique, l'étude documentaire, l'INSEE. L'étude de marché express, cibler l'avatar, les motivations. Qu'est-ce qu'on peut faire comme quiz là-dedans? Avatar, description détaillée. Aucune piste verte ou bleue. S'adresser aux hommes ou aux femmes. Un quiz, un quiz, un quiz. Trouver le produit ou service qui correspond à ce besoin. Ok, j'ai une idée. Est-ce que je vais retenir ma liste suffisamment longtemps de fausses réponses? C'est dur de faire une liste de fausses réponses. Ok, alors j'ai... Ok. Quiz. Savez-vous comment créer un produit qui va se vendre? Eh bien, j'aimerais vous poser une question et vous me répondez par réponse A, B, C ou D. Voici 4 méthodes pour créer un produit. Dites-moi laquelle est la meilleure méthode pour créer un produit qui va se vendre. Réponse A. Vous créez d'abord le produit et ensuite vous cherchez le prospect ou le client potentiel idéal à qui ce produit pourrait correspondre. Réponse B. Vous déterminez un profil de client idéal auquel vous aimeriez vous adresser et vous créez le produit qui correspondrait parfaitement aux besoins de ce client idéal. Réponse C. Vous créez le produit qui intéresserait le maximum de personnes, comme ça vous vous donnez le maximum de chances de s'adresser à tout le monde. Réponse D. Vous allez voir un maximum de personnes qui ont l'air d'être intéressées pour acheter quelque chose et vous leur demandez de quoi ils ont besoin et vous vendez ce produit-là. Alors, dites-moi, quelle a été votre réponse? La réponse A, B, C ou la réponse D? Eh bien, pourquoi est-ce que la réponse A,
est dangereuse. Si vous avez répondu à la réponse A, qui est je crée d'abord le produit et ensuite je vais voir à qui ça s'adresse, eh bien vous risquez de tomber dans un piège dans lequel tombent énormément d'entrepreneurs, qui est ils créent un produit à partir de leur imagination de ce qui serait cool, mais au final, ce produit n'a pas son propre marché. En fait, il faut se rendre compte que vous êtes unique et c'est une très bonne chose. Mais du coup, l'univers qu'il y a à l'intérieur de votre tête n'est pas exactement l'univers des attentes de ce que les clients recherchent. Et la seule façon de connaître exactement les attentes des clients, c'est de leur poser la question. Ce qui nous amène à la réponse B, où je vous ai dit, vous imaginez le client idéal et vous créez le produit qui va lui correspondre. C'est déjà un peu mieux. Si vous partez de l'approche de d'écrire votre client idéal, ce que dans mon livre Profession Entrepreneur Libre, j'appelle d'écrire l'avatar, eh bien, si vous partez de décrire cet avatar et que vous dites, mais cette personne de quoi a-t-elle besoin et que vous créez ça, vous avez déjà fait un grand bond en avant et vous avez quelque chose qui a plus de chances de se vendre. Mais le problème, c'est encore une fois que votre interprétation du besoin d'une personne ne vous dit pas de quoi cette personne a envie. Il y a une grosse différence entre le besoin d'un client et son envie. Et les gens achètent ce dont ils ont envie. Ils n'achètent pas nécessairement ce dont ils ont besoin. Tout le monde veut acheter du chocolat, personne ne veut acheter des brocolis. Ça m'amène à la possibilité C. Si vous avez répondu à la réponse C, qui est créer le produit qui va parler au maximum de personnes, eh bien, mauvaise nouvelle pour vous. Quand on essaye de s'adresser à tout le monde, on s'adresse en général à personne. Parce que justement, un des intérêts de ce que je vous disais précédemment, c'est-à-dire poser la question aux prospects pour savoir ce dont ils ont envie et besoin, eh bien, c'est que ça vous permet d'avoir un message où vous utilisez les bons mots, vous utilisez les expressions exactes qui définissent la douleur et le besoin de ces clients potentiels. Si vous vous contentez d'inventer un produit en disant « ça résout un peu tout », vous êtes comme les marchands dans les marchés qui vendent ces petites pierres qui sont censées simultanément faire repousser les cheveux, revenir l'être aimé, baisser la tension artérielle, faire disparaître l'acné et plein d'autres remèdes. Vous vous dites « mais si c'est un remède magique qui marche pour tout le monde, ça ne doit pas être quelque chose qui marche et c'est pour ça que vous avez du mal à trouver des clients. » Donc la bonne réponse était la réponse D. En fait, vous faites d'abord une étude de marché express, c'est-à-dire que vous allez littéralement vous adresser à un certain nombre de personnes qui sont des prospects potentiellement qualifiés pour le genre de produit ou service que vous aimeriez vendre et en fait, vous laissez ces personnes vous dire exactement de quoi elles ont besoin et quel genre de produit ou service elles achèteraient. Ça vous permet de tout de suite, premièrement, proposer un produit ou service qui a le maximum de chances de se vendre et deuxièmement, être déjà au contact des clients potentiels à qui vous pouvez proposer le produit en disant j'ai exactement le produit que vous m'avez décrit et que vous m'avez demandé et j'aimerais le proposer à partir du mois prochain, de la semaine prochaine ou de ce matin. Donc, une fois que vous faites ça, si vous suivez cette stratégie de l'étude de marché express, vous allez obtenir des résultats bien plus rapides dans le lancement de votre activité. Voilà, 6 de pique. De cœur ne veut pas venir. Alors, structure de contenu, article de journal. Je vais présenter le sujet du contenu en précisant qui, quoi, quand et où. D'accord, c'est hardcore là. Ensuite, je vais développer le sujet en paragraphe court. Je vais faire des sauts de ligne dans mon explication, ne vous inquiétez pas. Ensuite, je vais faire une citation éventuelle pour illustrer et récapituler l'idée principale du contenu. Donc, qui, quoi, quand et où. Fabien, tu me donnes le stop? Alors, on est entre « Je mérite de gagner gros parce que j'apporte énormément de valeur », qui est dans le chapitre sur « Fixer vos objectifs financiers » et « Combien de clients vous faudra-t-il pour être rentable ?» avec la citation de Benjamin Franklin qui est le calcul du business plan express, la rentabilité, qui, quoi, quand et où. Qui, quoi, quand et où. Je demande un joker et qu'on on fasse une autre page. J'aimerais tomber dans une histoire en fait. Dans une histoire, ça serait plus facile. Eh bien, j'ai l'histoire de David Gigg. Donc, le principe de l'appel à l'action, David qui vend des
CD et DVD de hip-hop, qui a acheté un livre PDF de Russell Brunson, la liste, l'appel à l'action, Monique Touzin collabore, la rééducation du langage écrit. Pressé. Je sais pas, ça a l'air d'un titre québécois. Son plan est de vendre des DVD. C'est langage oral qui Hein? Quoi? chez les Québécois, c'est langage oral qui pourrait. Heureusement, sur le micro, on ne t'entend pas, sinon, David G, si vous venez du Québec et que vous venez d'entendre cette remarque de David G, vous pouvez le boycotter officiellement. Si vous boycottez David G, venez me voir, je vous vendrai une formation à la place de celle de David. Donc, pour ceux qui viennent de me rejoindre, bonjour, je suis Sébastien Knight, fondateur du mouvement des entrepreneurs libres, auteur du livre Profession Entrepreneur Libre, www.professionentrepreneur-libre.com, et on réalise une série de vidéos aujourd'hui dans le cadre d'un défi qui s'appelle le défi La Pioche. J'essaie de faire le maximum de vidéos en 2 heures et on en est à 15-16 vidéos. Et voilà, faut y aller, faut pulser. Et donc là, je dois présenter qui, quoi, quand, où. Donc, qui? David. Quoi? Vendre des DVD. Quand? C'est quelle année ça? 2006. Où? Cambrai. Ça fait pas rêver. Allez, Conakry en Guinée. Et donc, je développe le sujet en paragraphe court. Une citation pour illustrer. Une citation de David. Il faudrait qu'il dise des trucs intéressants, David, pour qu'on puisse le citer. David, une citation en langue soussou, j'en ai une. Récapituler l'idée principale. Ok, ça a l'air super intéressant. C'est quoi l'idée intéressante? C'est bon, j'ai. Comment multiplier vos ventes au téléphone? Si vous êtes comme mon ami et client David Gig, dont je raconte l'histoire dans mon livre Profession Entrepreneur Libre, vous tombez probablement dans ce piège. En 2006, David était orthophoniste et essayait de développer son cabinet en proposant un nouveau produit, des DVD de contenu de formation pour ses collègues orthophonistes. David avait réalisé ces contenus avec une experte, Monique Touzin, pour créer un DVD sur la rééducation du langage écrit. Et la difficulté de David dans son petit bureau de Cambrai, c'était de réaliser des ventes quand il appelait les cabinets de collègues orthophonistes pour leur proposer le DVD. En effet, David tombait régulièrement sur des collègues et donc avait tendance à leur parler d'orthophonie. Et ces conversations étaient longues et déviaient énormément d'un script typique de conversation de vente. Le principe qui permet d'éviter ce piège et le principe qui a permis à David de se sortir de ce problème, c'est le principe de l'appel à l'action. Le principe de l'appel à l'action, c'est de se dire, pour chaque communication avec vos clients, vous devez systématiquement savoir quelle est l'action que vous attendez de leur part. Et donc, si vous faites une conversation téléphonique, vous devez avoir un papier avec éventuellement votre script, mais dans tous les cas, avoir en encadré et en rouge la direction dans laquelle vous comptez amener cette conversation et l'appel à l'action que vous souhaitez faire à la fin. Pour David, ce dont il s'est rendu compte, c'est que le meilleur appel à l'action n'était pas initialement de tenter de faire directement la vente du DVD, mais était plutôt de faire en sorte que ses collègues orthophonistes répondent à un petit questionnaire d'études de marché pour mieux connaître leurs besoins et également récupérer leurs coordonnées et la permission de les recontacter. Et donc, ça a permis à David par la suite de développer une entreprise, Orthoformation, qui a réalisé des centaines de milliers d'euros de ventes sur Internet en apportant des contenus de grande qualité à ses collègues orthophonistes. Si vous voulez développer votre activité rapidement et augmenter votre efficacité commerciale, vous devez faire un appel à l'action dans toutes vos communications avec des clients potentiels et ne pas vous contenter d'une simple conversation. Et voilà. Il n'y a pas de citation parce que quand je disais en blaguant la citation en langue soussou, c'était bien sûr le nom de tes DVD. Et donc, les gens n'auraient pas compris. Alors,
Ils auraient compris autre chose. 6 de trèfle. Les choses à éviter. Je vais identifier un endroit, une personne, une situation à éviter. Donc, David J dans une ruelle sombre. Je vais identifier ça. Je vais raconter une histoire brève à ce sujet. Je n'ai jamais rencontré David J dans une ruelle sombre, donc je vais plutôt piocher une autre histoire. Je vais lister les choses à éviter et où, les étapes pour les éviter. Et je vais résumer ce qu'il faut éviter et comment. Alors, je suis un peu perdu, donc je reprends. J'identifie une situation, une personne, un endroit à éviter. J'aime bien l'idée d'une personne à éviter. Genre, les avocats, de façon générale, sont des personnes à éviter. Les huissiers de justice aussi, mais pas pour la raison qu'on pense. Pas parce que les huissiers de justice, genre, leur vrai métier. Juste parce que les huissiers de justice sont des gens louches. Vraiment, louches. Bizarre. Raconter une histoire brève à leur sujet, lister les choses à éviter, les étapes et ce qu'il faut éviter. Bon. David, tu me dis stop. La légende du chaman. Et la légende du héros. Donc ça, c'est pour faire la démonstration de nos compétences. Il y a mon plateau télé sur Sacré Laurent sur M6. Toute une histoire sur France 2. Il y a les caméras cachées. Moi, j'ai jamais eu de plateau télé qui s'est mal passé. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Une fois que... Même Charlie Hebdo, c'est positif. Ah oui, mais c'est clair, j'ai une pleine page dans Charlie Hebdo qui était genre géniale, quoi. Donc, par contre, ouais. Le journaliste en croisade, tu vois, c'est une personne à éviter. J'ai une histoire brève à raconter. Oui. Les choses à éviter, les étapes pour les éviter, ce qu'il faut éviter et comment. Ok, très bien. Deux astuces pour éviter que votre entreprise ait mauvaise presse. S'il y a bien un individu que vous devez absolument éviter, si vous voulez que la réputation de votre entreprise reste immaculée, c'est bien le journaliste en croisade. Et au cours de mon parcours, après avoir créé plusieurs entreprises, une école de danse latine, un centre de coaching à Bruxelles pour les célibataires, le mouvement des entrepreneurs libres que je dirige jusqu'à aujourd'hui, 2 startups et plusieurs autres activités, eh bien, j'ai été confronté très souvent aux médias et j'ai eu la chance d'être interviewé sur des plateaux télé, sur des chaînes de radio ou dans des magazines et journaux un peu partout en France et également à l'étranger. Et au cours de ces nombreuses interviews avec des centaines d'articles, interviews et plateaux télé au total, il m'est arrivé 2 fois de rencontrer une espèce rare, mais qu'il faut absolument éviter quand on gère une entreprise. L'espèce en question, cet animal sauvage, c'est le journaliste en croisade, c'est-à-dire celui qui a décidé de faire en fait un dossier à charge, soit spécifiquement contre vous, soit contre tout le secteur dans lequel vous officiez. Alors évidemment, comme j'étais coach en séduction, je courais ce risque tous les jours. J'ai eu la chance que cela ne m'arrive que 2 fois. En fait, à mes tout débuts, j'organisais un atelier à Lille et une journaliste de France Culture m'a demandé « Sébastien, est-ce que ça t'intéresserait qu'on vienne sur un de tes ateliers ?» Alors je dis tutoiement, mais en fait non, on me vous voyez. Donc Sébastien, est-ce que ça vous intéresserait que nous venions sur un de vos ateliers ? Cette personne est venue et a enregistré en fait le déroulement de l'atelier, les conseils de Sébastien, le retour du client, dans la rue, les interactions avec les jeunes femmes que j'aidais mon client à aborder. Et en fait, c'était pour une émission diffusée par France Culture sur laquelle il n'y a pas de voix off. C'est un format très intéressant sur lequel l'idée c'est d'être dans le feu de l'action et qu'on n'ait en fait que le réel, donc sans commentaire, sans le filtre des journalistes. Et ce qui s'est passé, ce qui est très intéressant, c'est que le résultat final de cette émission était en fait trop positif, trop élogieux, on donne des conseils, le gars rencontre des filles, il est content. Et en fait, mon émission est la seule de la série où une voix off a été rajoutée après pour venir en fait compenser le côté positif du reportage. Et donc, on entend le client dire
ouais, c'est vraiment génial parce que ça me permet de mettre ma timidité. Et la voix off vient rajouter derrière, le client semble avoir mordu à l'hameçon. Enfin, la voix off vient en fait sous-entendre, le gars en fait, c'est un pigeon. Et oui, il parle à des filles, mais en fait, non, 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 c'est trop nul cet atelier. Donc, ça m'est arrivé en fait que 2 fois d'avoir affaire en fait à un journaliste ou une rédaction qui avait déjà décidé que l'article ou le reportage devait être négatif. Et comment est-ce qu'on fait pour éviter de tomber dans ce piège? Eh bien, quand on vous propose d'être interviewé dans un média, la première question à poser, c'est toujours, mais en fait, quel est le sujet de cette interview, de cette émission, de ce reportage? Et deuxièmement, quel est l'angle de ce reportage? Parce que le sujet, ça peut être le coaching en France. Mais l'angle peut être très différent entre une émission qui va dire le formidable essor du coaching en France, ça c'est un angle, ou arnaque ou vraie promesse, les secrets des nouveaux vendeurs de rêves. C'est un autre angle qui n'est pas du tout le même pour parler du coaching en France. Et donc, si vous voulez éviter de vous retrouver avec un reportage à charge sur votre activité, posez cette question. Et vous allez voir que le journaliste qui est sincère et qui veut faire un reportage impartial va toujours vous dire quel est l'angle de son reportage ou de son interview. Il va vous dire, je réalise un dossier sur les artisans de la foire de Lille et comme vous en faites partie, on aimerait vous interviewer. Et donc notre angle, c'est l'artisanat, comment survit-il face à la concurrence d'Internet. Et là, vous allez dire, ok, ça m'intéresse. Mais le journaliste qui a l'intention de faire un reportage sur comment les artisans arnaquent les badauds lors de la foire de Lille, quand vous allez lui demander quel est l'angle de votre reportage, il va vous dire non, rien de spécial, on va voir au feeling. Et ça, ce genre de journaliste, vous devez l'éviter comme la peste. Voilà. Les choses à éviter. C'était les choses à éviter. La carte 6 de trèfle. Donc, pique, cœur, trèfle, carreau, il me reste le 6 de carreau. Attention, mesdames et messieurs, le 6 de carreau, c'est la structure jour férié ou vacances. on dirait des catégories de jeux télévisés. Et maintenant, Fabien, vous préférez jour férié ou vacances? Fabien a choisi jour férié. Décrivez un jour férié ou une fête et son rapport avec votre secteur. Montrez comment cet article contribue au... Wow. Décrivez un jour férié ou une fête et son rapport avec votre secteur, votre niche. Montrez comment cet article, que vous faites, j'imagine, contribue au bienfait du congé. Listez des exemples, des idées pour contribuer à cette période et concluez sur une note positive et festive. Donc là, je pense que l'idée, alors Fabrice, si tu me regardes, la carte 6 de carreau, bon, l'idée c'est de dire, je fais cette vidéo dans le cadre de Thanksgiving, de Noël, de la fête des mères. Et donc voilà 3 idées pour vivre une meilleure fête des mères en tant qu'entrepreneur libre. Et je donne des exemples et je conclue sur une note festive. Le truc, c'est que j'avoue, en tant qu'entrepreneur, moi, les jours fériés, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il y a comme jour férié dans l'année. C'est de ça qu'il faut parler. Donc en fait, entrepreneur, comment rentabiliser les jours fériés? À l'heure où vous voyez cette vidéo, aujourd'hui est probablement un jour férié, si nous avons réussi la programmation de cette vidéo. Et en fait, je ne sais pas exactement quel jour vous voyez cette vidéo parce que j'ai tendance à ne pas savoir quels sont les jours fériés dans l'année. Pourtant, en tant qu'entrepreneur, il est très très important de connaître les jours fériés parce que ça peut être certains des jours les plus rentables pour votre entreprise. Quand vous vous lancez pour avoir la liberté de ne plus être contraint au métro boulot dodo, de ne plus être contraint à un nombre fixe de jours de congé, eh bien souvent vous perdez un peu la notion de quels sont les jours fériés dans mon pays. Et en fait, vous ratez, vous vous retrouvez
à essayer d'envoyer des emails à vos collaborateurs et vous rendre compte que personne ne vous répond parce que, en fait, c'est le 1er mai, personne ne travaille, ou c'est la fête de l'abolition de l'esclavage si vous êtes en Guadeloupe, ou c'est Thanksgiving si vous êtes au Canada. Et donc, on a tendance à se retrouver un peu détaché de ce monde des jours fériés. Et pourtant, pourquoi peuvent-ils être les jours les plus rentables? C'est parce que, comme la plupart de vos clients ont leur attention concentrée sur cette journée fériée, si vous faites une opération spéciale pour la Saint-Valentin, pour le Nouvel An, pour Noël, pour le jour de l'Action de Grèce, si vous êtes au Québec, pour cette occasion particulière qui concentre l'attention du marché parce qu'ils essayent de prendre leur lundi de Pentecôte ou d'Ascension pour être avec leur famille, eh bien en faisant cette opération spéciale, vous êtes déjà dans la conversation que vit votre client. Donc, ne profitez pas que de Noël, des soldes et de Black Friday pour faire des offres spéciales. Vous pouvez venir vous greffer sur quasiment tous les jours de fête ou les jours fériés en créant quelque chose d'unique qui soit intéressant. Et aussi, petite parenthèse, c'est important en tant qu'entrepreneur de savoir quels sont les jours fériés parce que vos salariés ne sont pas censés travailler ce jour-là. Donc, sur un plan administratif, vous devez le savoir. Mais ne vous contentez pas de rester terre à terre avec une offre moins 15%, moins 20%, moins 50% parce que c'est à Saint-Valentin. Essayez de faire en sorte que votre campagne ait un rapport direct en proposant le produit ou service qui rentre le mieux dans le thème de ce jour férié. Et c'est comme ça que vous pouvez le rentabiliser efficacement. Voilà. 6 de carreau, pique en taf carreau, on arrive à 7 de pique. Et le soleil va être le soleil a moins d'endurance que moi. Hein? Donc, si on a fait 2, 3, 4, 5, 6, 5 x 4, 20, on est à 20 vidéos et on a fait à peu près… Le défi, c'était en 2 heures. Hein. Combien de temps de… On a combien de temps là que je sache sur la principale? 55 minutes et 40 secondes. De batterie? De carte mémoire. Il me reste 55 minutes de carte mémoire. Mais je demande depuis combien de temps ça tourne? Ça tourne donc depuis 2 heures. Et enfin, dans 5 minutes, ça fera 2 heures. D'accord. Parce que je voulais savoir exactement combien en 2 heures. D'accord. Fais celle-là rapidement. Et ça fera, celle-là, ça sera donc 21 en 2 heures. Plus le live, 22 vidéos en 2 heures. Alors, cette vidéo, ce sont les leçons du passé. Je vais identifier un événement, une révolution ou une découverte qui ont marqué l'histoire sur ma niche, sur mon secteur. Je vais dire ce que je pense de cet événement ou découverte et en quoi ça impacte le présent. Je vais partager ma vision du futur et je vais résumer les leçons importantes du passé. Comment un père au foyer de 40 ans a révolutionné le marketing? Bonjour, je suis Sébastien Knight, fondateur du mouvement des entrepreneurs libres et j'aimerais vous expliquer comment en 1996, un père au foyer, au chômage, a inventé une méthode de marketing qui a bouleversé la façon dont les produits et services sont vendus aujourd'hui sur Internet et qui vous impacte sans doute pour le lancement de votre activité. Il s'agit de Jeff Walker, à l'époque jeune père de famille qui venait en fait de se rendre compte qu'il fallait que sa vie change. Sa femme était la seule personne du foyer à travailler et à ramener des revenus et Jeff s'occupait de leurs 2 enfants. Et un jour, sa femme Mary est rentrée au domicile en disant « Je n'en peux plus, Jeff, de porter tout ce stress et tout ce poids sur mes épaules. Il faut que toi aussi tu contribues aux revenus du foyer. » Et c'est là que Jeff s'est dit « Ok,
c'est vrai, là, j'ai la belle vie en étant papa tranquillement à la maison et il est temps que je trouve une façon de me lancer, mais je ne veux pas retourner dans le monde classique de l'entreprise. Il faut que je démarre une activité indépendante. Et en fait, au cours des années qui ont suivi, Jeff a inventé une méthode qui était liée au fait qu'il avait énormément d'appréhension à faire la vente. Il a commencé à créer une petite liste d'abonnés à qui il envoyait ses conseils d'investissement en bourse, puisque lui-même c'était une de ses passions. Et en fait, Jeff a développé cette petite liste qui au départ comptait seulement 17 personnes pour en faire une liste qui comptait plusieurs centaines de personnes et ensuite venir proposer un produit. Mais comme il n'osait pas entrer directement dans une relation de vente, ce qui a permis à Jeff de vendre son premier produit, c'était de donner énormément de conseils et de valeurs et créer énormément d'anticipation avant l'ouverture des ventes. En fait, Jeff a inventé le premier lancement orchestré. Aujourd'hui, cette méthode qui est utilisée aussi bien par Apple pour lancer le nouvel iPhone que par Lidl quand ils commercialisent leurs produits concurrents au Thermomix et que les gens se bousculent à l'entrée, eh bien, elle est aussi accessible pour nous, nous autres petits entrepreneurs qui développons une activité indépendante ou une petite ou moyenne entreprise. Et ces concepts que Jeff a créés et que nous pouvons utiliser, c'est tout simplement l'idée de créer l'anticipation chez les clients, de leur apporter énormément de valeur en amont de la sortie du produit pour ne pas avoir autant d'efforts à fournir le jour J pour leur vendre le produit. Et cette notion-là, quand j'ai amené le lancement orchestré en France en 2009 et 2010, eh bien, il y avait un peu de résistance sur les sites internet qui parlaient de marketing en France. Quand j'ai commencé à enseigner le lancement orchestré, eh bien, certaines personnes ont dit non, ça c'est du marketing à l'américaine. En France, les gens ne veulent pas qu'on leur explique des choses gratuitement avant de leur vendre un produit. Il faut vendre directement des petits produits pas chers et c'est tout ce que les Français veulent acheter. Et en fait, ce changement qui a eu lieu au cours des dernières années en France et en francophonie, c'est un changement positif, je pense. On apporte aujourd'hui beaucoup plus de valeur pour créer la relation avec les clients avant d'essayer de leur vendre un produit ou service. Et tout ça est né d'une décision d'un père de famille au foyer en 1996 dans une petite ville du Colorado. Et dans l'avenir, les lancements orchestrés vont continuer de prendre de plus en plus d'ampleur parce que les gens adorent en fait qu'on crée du lien, qu'on crée de la valeur, qu'on leur montre les tenants et les aboutissants avant d'essayer de leur faire une offre. Et c'est pourquoi, si vous n'avez pas encore fait de lancement pour vos produits ou services, vous avez énormément de potentiel à révéler en faisant votre premier lancement orchestré, en tissant ce lien avec vos clients, en créant de l'anticipation avant de vendre un produit. Les méthodes changent. Aujourd'hui, on utilise des vidéos, du live, des réseaux sociaux. Avant, on utilisait juste l'email et quelquefois les courriers postaux autrefois. Mais même si les techniques et les tactiques changent, cette stratégie du lancement orchestré, c'est celle qui va continuer de se développer et de prospérer dans les années à venir pour lancer votre activité et avoir énormément de succès avec vos produits et services. Et voilà, set de pique, les leçons du passé. Et voilà, nous arrivons donc au bout de 2 heures de création de vidéos, de contenu. Donc, mon challenge, je n'ai pas réussi à faire les 52 vidéos d'un coup, mais j'en ai fait quand même 21. Et je remercie donc Fabrice qui m'a confié sa pioche. Et si vous êtes intéressé par ce petit outil que j'ai utilisé de Fabrice, eh bien, allez simplement sur le lien qui se trouve dans la description de cette même vidéo. Je vous ferai un lien vers le site où Fabrice propose ce même petit outil pratique pour avoir des structures à suivre pour créer vos vidéos de contenu. Si vous voulez lancer votre activité et devenir enfin libre en vous mettant à votre compte, je vous recommande vivement de vous procurer mon livre Profession entrepreneur libre, parution le 3 septembre aux éditions Le Duc dans toutes les bonnes librairies. Et si vous allez sur le site professionentrepreneurlibre.com, vous avez de nombreux bonus pour vous aider et vous accompagner dans votre projet entrepreneurial. Si vous voulez participer gratuitement à une de mes sessions de formation intitulée « Comment gagner 100 000 € net par an avec votre entreprise », je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Et enfin, si vous souhaiteriez tout simplement être en contact direct avec moi par le biais de Messenger et recevoir chaque jour un petit audio personnel où je vous encourage, je vous motive et je vous donne des conseils concrets pour développer votre activité, vous allez sur formez-vous-au-marketing.com/message ou alors vous cliquez simplement le lien
qui apparaît aussi dans la description de cette vidéo. C'était Sébastien Knight, le fondateur du mouvement des entrepreneurs libres et auteur de Profession entrepreneur libre, le guide pratique pour gagner votre liberté en vous mettant à votre compte. On se retrouve très vite dans le livre que vous retrouverez sur professionentrepreneurlibre.com. À très vite.